Figure emblématique de la tech française, Jonathan Angelov incarne l'essence du self-made man. Comme il le dit lui-même, il n'était pas fait pour réussir. Né d'une mère immigrée d'origine bulgare et d'un père inconnu, il a grandi sans histoire dans le quartier de Beaugrenelle à Paris. Jusqu'au jour où sa mère se fait escroquer, tombe dans la dépression, l'alcoolisme et perd tout ce qu'elle a. Pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, ballotté de familles d'accueil en foyer, son monde bascule. Il découvre les cités HLM, les ZEP, les bagarres, la faim, le froid, la solitude et la honte. La honte de ne pas être comme les autres. Cette différence, il va en faire sa force et devenir l'un des entrepreneurs tech les plus talentueux de sa génération. Cofondateur de Aircall et investisseur en immobilier, Jonathan se livre sans filtre sur son enfance, son ascension, ses cicatrices et sa vision de l'entrepreneuriat. Un entretien brut, sincère et rare. Place à Jonathan Angelov dans Off the Record. Dans ces Off the Record, je veux faire... Les gens, ils comprennent pas, ils pensent que c'est des interviews, mais moi, ce que je cherche à faire, c'est vraiment des conversations. Ouais. Moi, je suis super content que tu sois avec nous, Jonathan, aujourd'hui. Bah écoute, c'est un plaisir. Parler, prendre le temps de parler. Ça fait longtemps qu'on devait le faire en plus. Et oui, ça fait longtemps que je t'échappe entre les. Je suis pas souvent à Paris non plus. Hein, donc voilà, je viens un peu plus avec ce programme Le Festin. Je suis là tous les 2 mois, mais c'est vrai que ça fait peut-être 6 mois qu'on a dit qu'on le ferait. Plus. Je pense que tu m'as contacté, j'étais encore chez Aircall, donc ça doit être presque 2 ans. Ok. Bon. Et on se disait, on va le faire. On va le faire. Mais c'est pas plus mal qu'on ait pris le temps. Et il s'est passé plein de trucs. Et il s'est passé tellement de trucs entre-temps que je trouve que c'est un bon moment pour toi et pour moi d'en parler. Quoi. Absolument. Et puis en plus, il va se passer encore plein de trucs. Tu vas nous en parler parce que tu n'arrêtes pas. Ouais, on pourrait se dire, le mec, c'est bon... Il est sorti d'Aircall, il est rangé des bagnoles. En plus, maintenant, c'est une star. Non, avec qui veut être mon associé. Je déteste ce mot. Tu es devenu une star médiatique. Non, pas du tout. Je reste le même. On t'arrête dans la rue ? Ouais, un petit peu. Mais beaucoup de gens, en fait, me regardent et sourient sans rien dire, en fait. Ouais. On commence un peu à m'arrêter, mais je suis pas encore passé à la télé, donc... Là... la diffusion, ça sera... La diffusion, ça sera mi-janvier, fin janvier. Ouais. Donc, on sera juste avant cette diffusion. C'est ça. Tu peux nous dire quelques trucs ? Comment ça s'est passé ? Comment t'as vécu le truc ? Ouais, bien sûr. C'est une expérience assez choquante, pour être tout à fait honnête. C'est très dur. C'est beaucoup plus dur qu'on ne le pense. Autant physiquement que mentalement, parce qu'en fait, on se retrouve vraiment dans un cocon de plusieurs jours, ou pendant plusieurs jours, on est sur des tournages, on fait entre 6 et 8 épisodes par jour, donc quand je dis un épisode... Attends, et 6, 8 épisodes par jour ? Attends, un épisode, c'est un cas, pardon. Alors, je devrais peut-être plutôt dire des cas. Okay. Entre 6 et 8 cas par jour. Ok. Et sauf que ce que les personnes voient à la télé, un cas va durer 15 minutes, 10-15 minutes. En vrai, entre le moment où on part de la loge et le moment où on revient dans la loge, c'est une bonne heure et demie. Donc on se fait des journées où je me lève à 6h du matin et je suis chez moi à 21h, 22h. Au bas mot. Oui, parce qu'il y a des pauses entre chaque truc. Des pauses très courtes, en fait, où on rentre vite fait dans notre loge, on boit quelque chose, on a un coup de maquillage, et c'est reparti. Et c'est hyper intense. Et les cas, tu vois, moi, quand je suis face à un entrepreneur, je suis hyper toujours respectueux de ce qu'ils font, donc je suis ultra concentré sur ce qui se passe. Donc les carnets qu'on a, les gens croient qu'on écrit n'importe quoi et que c'est pour la télé. Non, on est vraiment en train d'écrire. Super concentré. On est super concentré. Et donc pendant 1 heure, 1 heure et demie, pendant cette présentation, on est non-stop. Il n'y a pas de cut. Ça se fait vraiment d'une traite. C'est-à-dire que la personne vient, nous présente comme si on était un bureau d'un VC. La personne vient et il fait sa présentation live devant nous. Donc on est en train de noter, on est en train d'écouter en même temps, on note. Après, on pose des questions et c'est super dur. Ce qui est très violent psychologiquement. Pourtant, j'ai investi quand même dans pas mal de boîtes dans ma vie, dans plus de 40. C'est d'être capable de poser un avis en moins d'une demi-heure. Sur quelqu'un qui, en plus, est peut-être vachement impressionné par le dispositif. Ça, quelqu'un aussi qui nous présente son produit de manière assez sympathique parce que t'as le produit en live, t'as accès au produit, tu peux le tester. Donc, tu vois, tout va très, très vite. Ils sont entraînés, eux Ouais, en plus, ils sont vachement entraînés par la prod qui fait un travail, mais canon pour expliquer exactement ce qu'ils doivent dire pour que ça soit impactant, etc. Donc, franchement, les pitchs sont toujours beaux. Que le produit soit super ou que le produit soit pas incroyable, c'est toujours
bien expliqué. Alors évidemment, parfois il y a des ratés, mais la violence, je te dis, c'est au moment où tu dois prendre une décision. Il y a eu des ratés là dans le truc là, Ah bah oui, il y a pas mal de boîtes qui sont parties sans argent, mais ça à chaque saison, c'est le jeu. Et vous les connaissez avant les boîtes ou Pas du tout. Ça aussi, ça c'est l'autre truc. Tu découvres en direct le sujet. Tu découvres vraiment en direct. C'est au moment où on t'ouvre la porte, les commentaires qu'on fait, genre c'est peut-être ci, c'est peut-être ça se passe vraiment comme ça. Ouais. En vrai, l'émission elle est exactement comme à la télé, sauf que c'est beaucoup plus long en vrai. Et donc c'est très intense physiquement et psychologiquement parce qu'il faut prendre cette décision et c'est pas des petites sommes. Quand on te propose de mettre 100 ou 150 000 euros pour 5% d'une boîte, c'est vraiment 150 000 euros. Et tu vas les mettre. Bah, on va les mettre, ouais. Et donc, quand tu dois réfléchir, est-ce que je vais envoyer 150 000 euros à ce projet-là où j'y réfléchis pendant une demi-heure, le temps de son pitch, et après, je vais poser plein de questions. C'est un peu fébrile, là. Bah, ça fait peur, quoi. Ouais. Et donc, la première journée, j'étais là, oh là là, qu'est-ce que c'est dur, en fait. Et après, en fait, tu te détends, t'essayes de penser la chose différemment et de te dire, la boîte, ce qu'il nous présente, je vais me focus sur l'entrepreneur et sur son projet, je vais pas penser au reste. Donc sortir. J'ai pas pensé à la thune. Non, bah oui, parce que en fait, normalement, comment j'investis dans une startup, dans une boîte, j'ai investi 40 fois, donc je le sais. J'ai toujours le même process, c'est on se fait des calls, ils viennent au bureau si c'est possible, s'ils peuvent pas, ça se fait à distance. Je fais des due deals financières, j'envoie ça à mon équipe qui fait des analyses. Ça prend plusieurs jours. Je rentre dans le détail, quoi. Ouais. Ça prend même plusieurs semaines, tu vois, en réalité. Ouais. Bah là, c'est quelques minutes, quoi. Enfin, et puis t'as les autres à côté qui, eux, sont beaucoup plus aguerrissoirs. Hyper entraînés et ils sont très bons. Je vais te dire un truc. Honnêtement, ils sont super bons, les autres, parce que... C'est qui le meilleur dans la bande, là? Je sais pas si celui qui t'a le plus impressionné. Non, ils sont tous assez bons. J'aime beaucoup. Il veut pas se... Non, j'ai pas envie. Honnêtement, je vais te dire honnêtement. Hein. Je trouve qu'ils sont tous. C'est une équipe très hétérogène, donc chacun a une spécificité particulière. Eric, par exemple, je le trouve très bon pour poser des bonnes questions, très orientées. Super analytique, non? Très analytique, et puis surtout. On sent que ça fait longtemps qu'il fait cet exercice. Je crois que 6e saison, il m'a dit. 6e, bon voilà, il était à la première. 6e saison. Bah voilà, donc tu sens qu'il a l'habitude, qu'il pose des questions qui sont adaptées aussi à la télé et au grand public et au format. Là où moi, je viens tout le temps avec des questions hyper compliquées où on n'y comprend rien, quoi. Anto, très dynamique, hyper franc du collier, ça balance des trucs, tu vois, des punchlines, et c'est sympa, ça met un peu du rythme. Ouais. Kelly, super précis sur tout ce qui est un peu B2C, et explique bien, tu vois, tout l'aspect marketing, les chiffres. Pas forcément bienveillante d'ailleurs, hein. Elle est plutôt bienveillante. Ah si, elle est dans la bienveillance. Elle est très dans la bienveillance. Non, franchement, ouais. Okay. Moi, gros coup de cœur pour Kelly, que j'adore, je trouve sympathique, hyper humaine. Karam, que à la télé, je connaissais pas du tout, tu vois, j'avais vu 2-3 extraits à la télé, et à la télé, on peut se dire Jean-Michel Karam, qui à la télé, j'avais jamais vu, et donc là j'ai regardé, assez précis, aime beaucoup raconter son histoire et prendre le parallèle de son histoire pour ses investissements. Et il est plus âgé, c'est le plus âgé de la bande. Alors je sais pas son âge. Ouais. Entre Eric et lui, je sais pas qui est le plus âgé. Et Alice, pareil, très analytique, qui est très à l'aise, qui vient du monde du VC, donc qui a quand même l'habitude d'investir. Et donc, tu vois, c'est une population sympa. Et Marc Simoncini, moi, j'ai été que avec lui une journée. Okay. Et pareil, très intéressant. On sent que lui aussi, il a l'habitude. Ils ont plus l'émotion qu'ils ont dû avoir au début. Ouais. Moi, je suis hyper émotif, quoi. T'es le newbie de la bande, quoi. Bah ouais, je suis newbie. Et je te dis honnêtement, à chaque fois que je devais dire non, j'avais le cœur brisé, quoi. Ça me faisait du mal. J'avais l'impression de leur briser leur cœur ou de leur briser leur projet. Ouais. Et c'était dur. Là où les autres sont là, John, c'est bon, quoi, détends-toi. Ça va le faire. Mais en fait, c'est tellement dur de dire non comme ça, en face à face, après 30-40 minutes de conversation. Les mecs, ils ont tout mis, là. Ils ont tout mis. Ouais. Et quand c'est 5 noms, c'est rude. Et donc, moi, j'essayais de tourner en rond. Donc, honnêtement, un exercice super difficile. À la télé, les gens, quand ils se foutent de notre gueule, c'est facile de se moquer, mais il faut le faire en vrai. Ouais. C'est super dur. En revanche, j'ai beaucoup appris, quoi. Je serais ravi de le refaire. Je vais voir un petit peu déjà. Tu penses que tu vas retrouver ta thune ? J'espère, ouais. Non, sinon, j'investis pas, ouais. Ouais, mais Eric, il m'a dit hier, si Jonathan, il pense retrouver sa thune, c'est qu'il a pas compris le concept de l'émission. Et le mec, je lui dis, Eric, putain, t'as fait 6 saisons, t'en es à combien? Et Kelly, elle me dit, ouais, j'en suis à la première saison, j'ai dépensé 2,3 millions. Ouais, elle s'est un peu lâchée, ouais. Elle s'est lâchée, et elle me dit, non, mais, c'est chaud, t'as envie d'aider. Et en fait, elle, ce qu'elle disait, c'est que, en gros, cet argent-là, soit je le donne à l'État, soit je le donne à l'État, et
Et ce que disait Kelly, c'est que moi, j'ai pas confiance en l'État, j'ai plus confiance en l'État, et je préfère, sur une partie de l'argent que je dois aux impôts, être acteur de mon investissement et découvrir des projets avec, comme tu dis, des gens qui sont véritablement des entrepreneurs, qui veulent vraiment faire quelque chose d'intéressant et j'ai l'impression de reprendre le pouvoir un petit peu sur l'argent plutôt que de le confier à l'État parce qu'elle était très en colère contre les impôts. Les impôts. Ouais. Non, mais donc elle se disait je m'en foutais parce que perdu pour perdu de toute façon. Non, mais c'est pas perdu de l'argent parce que le remploi, tu choisis où tu le remploies. Ouais. Moi, j'ai remployé 80% de mon argent dans de l'immobilier. Ouais. Je sais où c'est de la pierre, c'est du solide. Dans tous les cas, ça serait pas allé à l'État sur la partie remploi. Et j'avais alloué toujours 20% à la tech en me disant c'est un peu l'extra maille. La tech, il faut savoir, c'est l'investissement le plus risqué du monde. Mais Anthony, il dit que c'est le meilleur investissement. Il dit que l'immobilier, c'est de la merde. Ouais, moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça parce que j'ai les deux investissements. Donc, les deux, quoi. Ouais, j'ai les deux. Et en fait, la tech, t'as une chance sur 20 pour avoir une boîte qui va te rapporter de l'argent. T'es gentil. Non, mais une sur 20. T'investis dans 20 boîtes, il y en a une qui va te rapporter de l'argent. Ouais. Faut qu'elle couvre les 20 autres. Ouais. Non, mais c'est ça la tech. Ouais, chaud. Donc c'est ultra dangereux. C'est ultra dangereux la tech. C'est un truc de... J'aime pas le mot kamikaze parce que ça serait dénigrer les VC. Mais les VC en ont conscience qu'ils doivent faire des centaines d'investissements pour pouvoir faire tourner leur capital. Et donc le gros risque, c'est d'investir dans 2-3 boîtes. Là, t'es mort. T'es mort. T'investis dans 3-4 boîtes tech, t'es mort. T'as chance que ça marche. Non, c'est un numbers game. En fait, il en faut 100. Voilà, c'est un numbers game. Ouais. C'est pas comme investir dans une boîte cotée où t'as des chiffres, t'as des trucs, c'est clair à peu près où ça va. La boîte va pas finir à 0 du jour au lendemain. Ce qui peut arriver avec une boîte tech en quelques semaines. Et alors que l'immobilier, tu vois, t'achètes un bien, il a une valeur ce bien. Il va pas valoir 0 le bien. Donc c'est un peu la différence. Et donc t'as pas le même rendement, mais t'as plus de sécurité. T'as pas le même rendement, mais bon, tu peux avoir d'excellents rendements sur l'immobilier. Quand tu mets de la dette, tes rendements explosent sur tes fonds propres. Tu mets pas de la dette sur de l'investissement tech. Alors que sur l'immobilier, tu mets de l'investissement, attends, je vais la refaire. Explique ça, là. Sur de l'investissement tech, tu vas pas mettre de la dette, donc t'as pas de levier, alors que sur l'immobilier tu mets du levier. Donc dès lors que tu mets du levier, tes revenus, ton gain potentiel, il est leveragé. Donc il se décuple, il est exponentiel. Ce que tu veux dire, un exemple simple. Du levier, ça veut dire que la dette en top. Je peux aller chercher de l'argent auprès de la banque pour faire des acquisitions immobilières. Et typiquement, en tech, quand tu investis 100 000 euros dans une boîte, tu investis 100 000 euros dans une boîte. Ouais. Ça s'arrête là. C'était 100 000 euros. Maintenant, la boîte, elle fait x2, x3, c'est top. Elle fait faillite, c'est fini. L'immobilier, tu mets 100 000 euros dans l'immobilier. Tu peux emprunter 300 000 euros avec ces 100 000 euros. Donc, tu viens de mettre 400 000 euros. Les 300 000 euros sont pas à toi. Tu dois juste 3-4% à la banque. Entre toi et la banque, quoi. Voilà. Mais tu dois que 3-4%. En revanche, les gains, ils sont que pour toi. Ah, yes. Et oui. Et donc, tu avais 100 000 euros, tu viens d'investir 400 000 euros. Ouais. Même si ça te rapporte 10% par an. C'est ça l'effet de levier. Même si ça te rapporte 10% par an, l'immobilier, ce qui est un bon investissement. Moi, c'est ce que je propose avec Agrisso Capital et avec mon nouveau... ouais, tu vas nous parler. Là, on va en parler après. Mais avec 400 000 euros, du coup, tu te retrouves à gagner 40 000 euros par an. Donc, en 3 ans, tu as gagné 120 000 euros alors que tu avais 100 000 euros à la base. Ce qui est entièrement faisable avec l'immobilier. Et moi, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Et le jour où tu revends ce bien que tu as acheté avec tes 400 000 euros, ça se trouve, tu le revends 600 000 euros, 700 000 euros. Ouais. Et donc, tu avais mis 100 000 euros à la base et tu viens de faire 200, 300 000 euros de marge. C'est pas mal. C'est pas mal. Et en plus, tu as encaissé du loyer. Ouais. Donc, pour moi, il n'y a pas mieux comme investissement dans l'immobilier quand on n'est pas en mode gambler. La tech, c'est bien, je l'ai fait. Tu vois, c'est un truc de gambler pour toi. Il y a une part de un petit peu risque très élevé. Moi, avec Aircall, quand on a levé de l'argent, à chaque fois, les VC, ils se posaient la question du zéro. C'est marrant quand même, quand tu investis, de te poser la question du est-ce qu'elle peut aller à zéro la boîte. Normalement, quand tu investis dans une boîte, le risque qu'elle aille à zéro, dans les marchés publics, par exemple, les boîtes cotées, c'est relativement faible. Ouais. Dans la tech, c'est relativement élevé. Et d'ailleurs, on le voit. Des cas. Voilà, ça doit être même peut-être plus. Et des boîtes qui lèvent, combien vaudront un jour 100 millions et combien vaudront un jour 1 milliard une licorne? Mais alors là, on est sur du 0,001. Ouais. Le problème, c'est que le peuple et la population, ils voient que les réussites. Ils voient que les Uber, Airbnb, Aircall. Ils se disent qu'ils vont investir là-dedans. Que je vais investir dans le prochain. Ouais. Mais la réalité, c'est que c'est super difficile. Et donc, qui veut être mon associé, ce que j'aime, et c'est ça qui est un petit peu intéressant, c'est que c'est pas ces boîtes-là très tech, très, on va dire, zéro
0 ou 1 milliard. Ou 1 milliard, ouais. C'est des boîtes un peu plus traditionnelles, un peu plus typées PME, où on peut prendre aussi plus de parts. C'est quoi les projets, quoi? Bon, Ça là, peut être- tu nous dis pas le détail, Non, mais mais la nature, c'est quoi? Ça va être Parce que des boîtes un peu PME, Ouais, B2C plutôt, ouais. mais qui ont un potentiel de créer un groupe qui va scaler. Je vais te dire n'importe quoi pour pas jinx le truc et pour pas Spoiler l'émission. La saison, ouais. Tu vois, ça peut être par exemple un groupe de snacks dans la rue. Tu vois, je dis n'importe Ok, quoi. d'accord, Un une vendeur chaîne. de burgers, Ouais. une chaîne de burgers. Ouais. Ça peut être des crèmes, de la cosmétique. Ça peut être, j'en sais rien, un vélo électrique révolutionnaire. Une invention. Un scooter électrique, une invention un peu. Ok. Ça pourrait être une caméra super bonne qualité, HD, exceptionnelle, Ok. moins cher que le marché. Ok. Tu vois, ça peut être des trucs où tu te dis, attends, il a un marché, il fait du chiffre d'affaires. En plus, ils font tous déjà pas mal de chiffre d'affaires. Ok. On rentre sur des C'est valuations pas des intéressantes. idées, hein. Ils sont déjà un petit peu. Non, lancés. obligatoirement, il y a du chiffre d'affaires. Ah, il y a déjà du chiffre d'affaires. Toujours du chiffre d'affaires. Et certains viennent, ils font 1, 2, 3 millions de chiffre Ah ouais, d'affaires. c'est vachement bien. Donc, Et le profil des gens, c'est quoi? C'est c'est le profil, tout profil. province ou plutôt Paris ou Tout profil. Tout Vraiment, on a tout. Il y a- femme, homme. Vraiment, c'est hyper mixé. Ils ont fait un super travail, M6, je trouve, là-dessus, de justement être capable d'avoir c'est un peu des équipes diverses. En 2026, créer son entreprise ne devrait plus être un parcours du combattant. Et bonne nouvelle, avec Conto, c'est plus le cas. Conto, c'est la meilleure solution pour créer son entreprise gratuitement en ligne. Ils sont partenaires de Silicon Carnet depuis longtemps. Je les adore. C'est ma startup française préférée. Leur produit est super simple à utiliser. Tu choisis ton type de société, tu avances étape par étape et tout est centralisé au même endroit. Mais ce que je trouve génial, c'est l'accompagnement qu'ils proposent aux entrepreneurs. Tu peux confier toutes les démarches à leurs équipes. Statut, dépôt de capital, publication de l'annonce légale, immatriculation. Ils s'occupent de tout pour toi. Du coup, t'es jamais seul. Les équipes de Conto sont disponibles 7 jours sur 7 et tu bénéficies de 30 minutes d'échange avec un expert pour structurer ton projet et éviter les erreurs. Résultat, plus de 600 000 entrepreneurs leur font déjà confiance. C'est une entreprise sur 5 en France qui se crée aujourd'hui avec Conto et c'est pas un hasard. Si tu envisages de te lancer cette année, commence par te simplifier la vie en choisissant Conto. Ça s'écrit QONTO.com. Allez, retour à ton épisode. Ouais, bah c'est Disneyland hein, maintenant, M6. Hein, il faut de tout. Ouais, mais je pense que c'est important aussi de montrer que la phase de l'entrepreneur, c'est pas que le jeune d'HEC Il sort des quartiers ouest parisiens. voilà, qui est issu de famille riche, quoi. Ouais. Et la réalité, c'est que malheureusement, on voit beaucoup ça. Et c'est pour ça que moi, je m'attelle à essayer de communiquer sur le fait que des jeunes des quartiers et des anciens pauvres peuvent y arriver, et qui était un peu mon cas. C'est aussi pour ça que j'ai écrit mon livre. Je l'ai jamais écrit pour me la péter, parce que je m'en fous, moi. Ouais. Je l'ai écrit plutôt pour donner de l'espoir. Qu'on peut avoir une gueule de Libanais et réussir. Ouais, c'est ça. Moi, je dis toujours... Tu m'as dit, t'as je fait dis ton toujours- test, t'as fait ton test et tu as dit, t'as découvert que t'étais à moitié à moitié libanais. bulgare. Alors, bulgare, je le savais, Tu le puisque savais ma mère, par ta mère. et de mon père, que tu je n'as n'ai pas jamais connu. connu et que ma Ouais. mère n'a pas connu, puisqu'elle a fait un déni de grossesse de 8 mois. Attends. Donc, elle a jamais su qui était mon père. Waouh. Et ouais, 8 mois de déni de grossesse. Ouais. Ouais, elle avait plus de chances de gagner au loto. Ouais, Mais toi, t'es une extra ball, tu devrais pas être là, quoi. ouais, non, clairement pas, non. Bah non, surtout une fois que ma mère a tout perdu, que j'ai été placé en famille d'accueil, foyer, etc. Moi, j'ai lu quoi. ton bouquin. Je connaissais pas cette histoire. J'avais entendu parler de toi. Ça fait 2 ans qu'on doit se parler. Je savais, je connaissais l'histoire Aircall. Aux US, j'avais beaucoup entendu parler d'Aircall par 500 Startups. C'est Marvin Liao Ouais, qui quand on l'avait fait, ouais. est un super pote à moi à San Francisco. Et j'avais entendu aussi parler de toi par l'intermédiaire de Thibaut Elzière, qui a été un des premiers investisseurs dans Aircall. Yes. Et là, j'entends parler de ton bouquin Rien à perdre. Ouais. Je le montrerai. C'est sympa. Je le lis. Et d'ailleurs, en le lisant, je t'ai envoyé un message. Tu dis, mais what the fuck? C'est quoi cette histoire de malade? Mais je ne savais pas. Et d'ailleurs, à un moment dans le bouquin, tu le dis, j'ai toujours fait attention à essayer de cacher mon passé. Ouais. Tu dis ça dans le bouquin. Et c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissaient à travers cette histoire de Aircall. Tes associés, par exemple, ils étaient au courant de tout ça ou même eux, tu... Non, jour 1, eux, pour le coup, j'ai préféré être transparent. Dès le premier jour? Peut-être pas dès le premier jour, mais assez rapidement, j'étais à l'aise d'en parler. En fait, j'ai mis du temps à en parler
au public, on va dire. Ouais. Mon entourage proche l'a su. Mais ton entourage proche, c'est qui? Il n'y a pas grand monde. Hein. Tu le dis, je Oui, suis seul au monde. c'est une dizaine de personnes, mon entourage proche. c'est peu de 10-15 monde. personnes Ouais. qui, eux, l'ont toujours su, Ouais. on va dire, dès lors que j'ai été placé en famille d'accueil. Après, l'entourage proche professionnel l'ont su au fur et à mesure. Et en fait, c'est bizarre, j'avais besoin d'avoir réussi pour en parler. Mais d'avoir réussi, c'était pas air call, parce que... D'être à l'aise avec toi-même. de me dire, c'est bon, en fait, ça va pas être un frein à ma réussite. Ah, Parce ça va pas se retourner contre moi. C'est ça, parce que, tu vois, quand j'étais quand j'ai commencé mes études, j'ai pas fait des études très brillantes au début. Tu as Et fait ben, une école de commerce. Non, mais avant d'être en école de commerce, Ah ouais. j'ai commencé, déjà, j'étais en bac technologique, j'ai pas fait un bac général, j'ai commencé par un DUT, donc, qui est pas du tout la voie royale. Après, j'étais dans une première école de commerce et après, j'ai fini à l'ESCP. Ok. Mais la réalité est que durant toutes mes études, tout ce que j'ai fait avant l'ESCP, je t'ai pas considéré. On me disait, ah ouais, école de merde. Ah ouais, non, t'es pas très smart. Ah, tu pourrais pas aller travailler dans cette entreprise. Tu pourrais pas faire ci, tu pourrais pas faire ça. Je sens que j'étais énormément jugé vis-à-vis de ça. Alors, si en plus, je rajoutais, alors en plus, moi, je suis un gars de la famille d'accueil, j'ai grandi en famille d'accueil, à l'aide sociale à l'enfance, je passais de foyer en foyer, ma mère, elle parle pas bien français, elle sait pas lire, elle sait pas écrire. En fait, je suis un mec qui a rien pour réussir. Ça me discréditait énormément. Et les gens, vraiment, jugent là-dessus. Il faut arrêter de faire de la démagogie, dire non, on s'en fout de l'école, ça compte pas. Pour les gens, ça compte. En France, énormément. Mais énormément. Et la réalité, c'est que même aux US, la réalité, c'est que quand il y a écrit Harvard, tout le monde, est hyper content et sont fans des personnes qui viennent d'Harvard, du MIT, de Stanford. Ça, c'est une réalité. Faut arrêter de dire que ça compte pas. Maintenant, la réalité, c'est que est-ce que ça va faire de toi que tu vas réussir? Et est-ce que le fait de venir d'une école moins bien, ça va faire de toi quelqu'un qui ne va pas réussir? Tu vois, moi, j'essaye d'inverser la chose, de dire, si tu viens d'une bonne école, est-ce que tu vas réussir? Et si tu viens d'une bonne école, d'une mauvaise école, est-ce que tu vas pas réussir? La réponse, c'est non dans les deux cas. C'est-à-dire que tu peux ne pas réussir en venant de Stanford et tu peux très bien réussir en venant d'une école middle class. Et c'est ça qui est intéressant et c'est ça que j'essaye de faire passer. Et en revanche, en 2010, 2012, 2013, j'ai honte de ce que je fais. Donc, quand je rentre à l'ESCP, je commence à être un peu fier. Donc, tu le dis pas, tu ne le revendiques pas. Non, tu vois, mes amis de l'ESCP ne savaient pas tout ça. J'en parlais pas, j'avais pas envie. Surtout que mes potes de l'ESCP, ils venaient tous de grandes familles, issus de patrons du CAC 40 pour certains. Ils avaient 2-3 000 euros par mois d'argent de poche. Moi, j'avais 0 de mes parents. Je payais mes études. C'était 20 000 euros par an. J'avais mes chambres de service. Je travaillais en moitié. T'as acheté, en fait, de l'immobilier très tôt. Chambre de bonne. Tu racontes ça dans ton bouquin, qui t'a coûté 50 000 balles. Très tôt, je me suis dit, il faut se démerder. Parce que t'avais besoin de thunes, quoi. Parce que j'avais besoin de thunes. Parce que je voulais pas être un étudiant pauvre. Parce que je voulais pas être différent des autres. Parce que j'étais convaincu que si je suis considéré comme différent, je vais être traité comme différent. Donc, je vais essayer d'être mieux que la moyenne. Je vais faire en sorte d'être un gamin riche alors que je suis issu d'une famille de pauvres. Tu vois ? Et donc, très rapidement, à l'âge de 23-24 ans, en fait, j'avais plus d'argent que mes potes qui venaient de grandes familles parce que j'avais mon immobilier qui tournait très bien, qui m'a apporté environ 5 000 euros par mois à 23 ans et que même les gamins qui étaient issus de grandes familles, on leur filait pas 5 000 euros par mois d'argent de poche. Il y a cette anecdote que tu racontes dans ton bouquin qui est avant que tu gagnes 5 000 euros, tu livrais des pizzas. Ouais. À 16 ans. À 16 ans, et que tu te retrouves à livrer une pizza dans un grand appartement qui est Anatole France, je crois. Je me rappelle bien dans ton bouquin. Tu te souviens. Ouais. Raconte-la, parce que tu la racontes mieux que moi. Cette histoire, elle m'a tellement choqué dans ma vie. Et c'est vraiment une histoire qui te marque et tu pourras jamais t'en démarquer. Donc, moi, j'ai grandi dans le 15e arrondissement. Quand ma mère avait un peu d'argent, on va dire, on était la classe moyenne, elle m'a mis à l'école dans le 16e, dans les beaux quartiers. Pas con. Et donc, en 6e, 5e, j'étais dans des écoles privées avant d'être placé en famille d'accueil. Et donc, je côtoyais un petit peu la bourgeoisie parisienne, ce qu'on appelait à l'époque la jeunesse dorée. et donc, c'était... On avait faisait des rallyes, des rallyes, comme ça, il y avait des galas, des trucs, etc. Bon.
Et eux ne savaient pas que tu avais... et surtout à cette époque, ma maman, on était la classe moyenne, ça allait. Ouais. Tu vois, j'avais de quoi bouffer, on grandissait. J'avais un 85 mètres carrés avec ma mère, on vivait dans 85 mètres carrés. Ça allait. C'est vrai, j'étais pas à plaindre. Non. Loin de là. En fait, t'as eu faim après, C'est dans ça. ton bouquin. Donc, quand ma mère fait faillite, Ouais. je me fais placer en famille d'accueil. C'est là que t'as eu faim. Là, je commence je me nourris pas assez, les familles d'accueil me nourrissent peu. Tu vois, c'est l'engrenage de la descente aux enfers. Et donc, je livre des pizzas pour commencer à gagner de l'argent. Donc, à 16 ans, t'as le droit de travailler, t'as le droit de livrer des pizzas. J'avais mon BSR, donc j'ai le droit de livrer des pizzas. Et je livre des pizzas dans le 7e arrondissement de Paris. Et d'ailleurs, je suis au Domino's Pizza du 7e, qui existe encore, et je lui fais signe au patron s'il se souvient de moi. Et donc, je livre dans le 7e. Et donc, c'était pendant l'été. C'était à l'époque, ça devait être, je crois, la Coupe du Monde. 98. Non, quand même pas. Non, j'étais un peu jeune. Je me Ah non. souviens plus. Ah bah non, soit Coupe d'Europe, soit Coupe du Monde. D'accord, Je me ok. souviens plus. Ok. Mais c'était pas la Coupe en France. C'était pas en France. Et donc, je livre. Et un jour, il pleut. Mais des cordes. On est au mois de juillet quelque part. Je partais évidemment pas en vacances cette année-là. On est au mois de juillet et il pleut des cordes. Ça arrive à Paris, mois d'août. Parfois, tu sais, il pleut. C'est un peu le bazar. Et donc, je vais livrer Canatole France. On se battait toujours parmi les livreurs à être celui qui allait dans les beaux quartiers. Tu voulais pas, surtout pas les petites rues. Tu voulais aller dans les grandes avenues, les quais, avenue de la Bourdonnais, tu vois, les belles avenues du 7e arrondissement. Et là, Canatole France, c'est le Graal. Les plus riches de Paris habitent Canatole France. Ok. C'est magnifique, c'est des vues saines, c'est somptueux. Et moi, je connais l'immobilier depuis que je suis jeune, j'adore les adresses et je connais exactement l'immeuble où c'est. Ouais. Et c'est d'ailleurs dans l'immeuble de Pierre Cardin, qui a un très beau loft à ce moment-là. Je vous invite à regarder, c'est canon. Et donc, j'y vais. J'arrive, je suis trempé, vraiment de la tête aux pieds. En tenue Domino's Pizza. En tenue Domino's Pizza à pluie. Ouais. Donc la tenue pluie, elle est violente. C'est un baggy, un manteau hyper large, un casque. Bleu et trempé gris, quoi. C'était bleu et rouge, je crois. Bleu et rouge, d'accord. Ok. Et donc j'arrive à l'étage. J'essaie quand même d'être présentable pour espérer un petit peu de tips, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, tu vis. C'est pour ça que ça vous a intéressé, ces adresses-là. Ouais, c'est pour ça qu'on veut les bonnes adresses. Il y avait un 0 de plus sur le pourboires. tips, quoi. Bah, tu pouvais avoir 0 quand t'allais dans les adresses de merde où t'as que des gens qui ont des studios et tu pouvais avoir 20 € dans les bonnes adresses. Ouais, et donc, 20 € quand t'es payé à l'époque 7,50 € de l'heure net, à peu près, 20 €, t'es ravi, quoi. Et j'arrive et j'ouvre. Et vraiment, 3 jeunes hyper stylés, en costume. Tu les revois là? Ah bah, je l'ai. Là, à ce T'as la moment-là, photo, là. je reconnais pas tout de suite la première personne. Ouais. Ils ont 16 ans, puisque j'ai 16 ans. Donc, ils ont aussi 16 ans. On était en classe ensemble. Ah ouais. Ils ouvrent. Une fille, mais tellement jolie, je m'en souviendrai toujours, hyper belle, magnifique, en robe de soirée, blonde, élégante et tout, à souhait, tout ce dont tu rêves, en fait, quand t'es gamin, qui est avec, donc, du coup, ses 2 potes. Et il y en a qui dit, mais Jonathan? Et moi, je regardais que la fille parce que c'est elle qui prenait les pizzas à ce moment-là. Et ils me reconnaissent. Ils disent, ah, mais Jonathan! Et là, ils pouffent de rire. Et ils me disent, ah, mais qu'est-ce que tu as? Ils se sont foutus de ta gueule. Ouais, ils se foutent de moi. Ils rigolent. Ils font, ah, tu livres des pizzas maintenant et tout. Et je dis, ah ouais, mais c'est en parallèle des études, c'est pour avant de partir en vacances. T'essayes de te sauver etc. quand même un peu. Et donc, du coup, je sais que c'était pas au mois d'août, c'était clairement début juillet, puisque eux, ils allaient à un gala. Un gala, après, j'ai découvert avec le temps qu'un gala, en fait, c'est leur rallye. Ils vont à des rallyes, ils appellent ça des galas quand ils sont jeunes. C'est là qu'on les marie entre eux. Hein. C'est là où on les marie. C'est de l'élevage de. Ouais. C'est vraiment. C'est comme les labradors. Ouais, c'est vraiment c'est vraiment la jeunesse dorée, tout ce que je déteste, des fils à papa qui se jugent que par leurs parents et tout, l'horreur. Ouais. Et ça rigole. Je donne les pizzas, elles sont trempées. Ils disent, ah, mais en plus, elles sont mouillées, franchement, tu vois. Et je suis là, ouais, désolé, les amis, il pleut, quoi. Et franchement, je les ai pas gardés longtemps dehors, puisqu'ils étaient dans le scout, et c'est juste, j'ai traversé la cour avec les cartons, et que celle d'au-dessus qui est mouillée. Et tu vois, je sens vraiment de la moquerie. Évidemment, il me claque la porte au nez à la fin. Pas de pourboire? Pas de pourboire, 0. Putain. Et une humiliation, mais... Et tu pars avec ton humiliation dans la poche, quoi. Bah là, tu repars, c'est dur, là. Ouais. Là, tu te dis, ah ben, on n'est pas nés sous la même étoile. Là, tu te dis quand même, j'ai pas eu le droit à la même chose. Moi, je suis en train de bosser, à me faire chier sous la pluie, à vraiment, tu vois, gagner des clopinettes. Eux, les garçons étaient en smoking, les filles en robe de soirée. Et quel mépris, quoi. Et quel mépris. Tu vois,
Et à la fois, ils ont 16 ans, ils sont cons. Ouais. Je les comprends aussi peut-être, quoi, tu vois. Ouais. Comme dans les cours de récré. Tu serais né comme eux, t'aurais peut-être été aussi con qu'eux. Peut-être. Ouais. Je leur en voulais énormément. Ouais. Mais je m'en voulais à moi, en fait, plus qu'autre chose. Je me dis, T'avais de la honte? J'avais hyper honte. Ouais. J'avais honte. Et tu vois, et j'avais essayé de cacher tout ce qui m'était arrivé à ces gens-là, que je voyais peu. Tu vois, il n'y avait pas Facebook à cette époque. Ouais. On se croisait peut-être dans la rue, parfois à une soirée. Moi, j'essayais de cacher ça. Parce que ça m'a jamais empêché d'être pauvre, mais de sortir, d'aller en boîte, de faire la fête. Parce que très vite, j'ai gagné de l'argent et je cachais ça. Et être livreur de pizza, ça n'a jamais été spécialement pour pouvoir juste me nourrir. C'était juste, je voulais économiser de l'argent. Je voulais gagner de l'argent parce que j'avais un projet, une idée, un plan. Tu vois, le plan, c'est quoi c'était possible d'un jour avoir de l'argent, acheter de l'immobilier, un jour avoir de l'argent, créer une société et me sortir de ça. Et donc, je faisais tout ce qui était possible et imaginable pour gagner de l'argent. Et je travaillais 20 heures par semaine en parallèle de mes études. Parfois, je faisais même 25 heures. Tu vois, en parallèle. Te prouver à toi-même que tu étais capable de fabriquer de l'argent. C'est ça. Et donc, eux, ce qu'ils voyaient, ils se disaient, il est devenu livreur de pizza. Ce qui est la merde totale. Ce qui n'était pas vraiment la réalité. Et puis, même si je l'étais devenu, putain, quel mépris. Mais bon, bref. Pour eux, c'était... mais eux, c'est des gamins, toute leur vie, ils auront de l'argent. C'est pas le problème. Même si j'en ai recroisé certains et là ils vont te regarder sur M6 quoi, tu vois. Certains. Non mais les deux qui étaient là, la fille j'aurais jamais su qui c'était. Je me souvenais juste qu'elle s'appelait Sibille parce que c'était écrit sur le bon de commande. Et les deux autres, je les ai recroisés il y a quelques années. Mais tu leur as dit? Non, j'en ai pas parlé. C'est dingue. Eux s'en souvenaient même pas. Bien sûr que non. Et en vrai, tu vois, ils ont des vies de cadres sup à la défense, quoi. Tout ce qui me fait pas rêver. C'est des moutons. Je critique pas les gens qui sont cadres sup à la défense, c'est canon. Je dis juste que, finalement, faut pas juger un livre par sa couverture, quoi. Et à ce moment-là, je te jure, je suis rentré. Moi, j'ai essayé de me créer un personnage du garçon qui se débrouille. Quand je sors en boîte, je parlais jamais de mes problèmes. À 16 ans, je sortais déjà, tu vois. À Paris, tu vas aux planches à 16 ans, il y a que des gamins de 16 ans, quoi. Et moi, je vivais comme si j'étais pas pauvre. J'ai toujours refusé de vivre comme si j'étais pauvre, même si je dépensais, mais le minimum. Le minimum, vraiment. Tu vois, à une époque, je dépensais 1 euro par jour, les jours de semaine. C'est-à-dire que j'étais nourri, logé, blanchi par les familles d'accueil. Mon kiff de la journée, c'était acheter une canette au distributeur du lycée ou du collège, tu vois. Donc, j'essayais de faire attention, mais ça m'empêchait pas d'aller en boîte avec budget zéro. T'es là, t'es en boîte et tu traînes, quoi. Je piquais des verres sur le comptoir. Tu vois, je me démerdais. Mais je voulais pas qu'on sache que je suis pauvre. Et là, tu vois, ça m'est tombé un peu dans la gueule et j'en ai entendu parler après par la suite. Les gens en parlaient un petit peu, rien de méchant, mais en parlaient. Et l'humiliation a fait que ça m'a donné envie de me déchirer, de me déchaîner. Et tu vois, sur le retour, j'avais un peu les larmes aux yeux parce que je me sentais humilié, quoi. Ça rigolait, je m'en souvenais du truc, etc. Bien sûr. Et je me suis dit, plus jamais. Plus jamais. Et je ferai en sorte que ça change. Je ferai en sorte que je réussisse pour ne plus jamais avoir honte de ce que je suis. Je vais vouloir être un jour fier de ce que je suis. Et donc, le plan, c'était d'être fier un jour du passé difficile que je vis là actuellement. Et donc, c'était ça l'objectif, tu vois. Non, c'est super beau, hein. Super chouette. Super histoire. Et je pense que ça, c'est vachement inspirant pour plein de monde qui sont peut-être dans la même galère, tu vois, aujourd'hui, et qui vont regarder ce podcast. Parce que moi, je suis assez halluciné. Des gens, ils m'arrêtent dans le métro. Ouais, je regarde ton podcast Silicon Carnet, c'est génial. Et tu vois, c'est des gens qui sont dans le métro, c'est des étudiants, et je suis certain que peut-être qu'il y en a aussi, là, tu vois, qui livrent des pizzas à Domino's, quoi. Mais j'en reçois tous les jours sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok. J'ai reçu des messages, mais tellement sympathiques. J'ai de la chance, j'ai une communauté de gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, qui sont hyper gentils avec moi et bienveillants, et qui me disent, mais tu nous motives. Il y en a qui me disent, j'ai créé ma boîte grâce à toi. Je suis là, non, tu peux pas dire grâce à... Ils me disent, si. Je t'ai écouté. Je me suis dit, c'est possible moi aussi. Bien sûr. Et tu vois, mais c'est le plus beau des cadeaux. Et si je peux laisser ça derrière moi, à travers tous les podcasts, à travers le livre, c'est la plus belle des réussites. D'ailleurs, le bouquin, tous les bénéfices du bouquin sont reversés à des associations. Pour les enfants. Comment on se retrouve à la DAS, à l'assistance parce que ta mère, ça se passait bien jusqu'à ce que ça se passe plus bien, quoi. Elle s'est fait
Elle a été victime d'un escroc, quoi. Ouais, elle a été victime d'une pyramide de Ponzi des années 90-2000. Et dégringolade, elle tombe dans l'alcool, un peu le cannabis. Tu dis, je me lève le matin, les pièces sont enfumées, ça sent mauvais, il y a des mégots partout, je sens que ma mère va pas bien. Elle déprime, en plus que ça t'inquiète énormément parce que ta grand-mère, qui n'est jamais arrivée à être heureuse, se suicidera. Ouais. Et donc, je suis certain que... du 3e étage en Bulgarie, quoi. Voilà. Et donc, je suis certain que toi, tu penses à ça et tu te dis, j'ai que ma mère. J'ai donc, que ça. Ouais. J'ai que ça. Alors, je la vois. Voilà. Et, bon, en plus, elle mourra, mais bon, là, elle est tombée malade. Mais je suis sûr que là, tu te dis, j'ai que ma mère, j'ai cette histoire de ma grand-mère. Je la vois en train de dépérir à cause de ce connard d'escroc qui l'a foutu dans la merde. Et un jour, il y a cette brutalité, cette scène incroyable dans ton bouquin où on frappe à la porte, il y a des huissiers qui sont là, il n'y a plus grand-chose à prendre. Il reste quand même un truc à prendre, c'est toi. Ouais. Bah ouais. En fait, donc ma maman est une immigrée bulgare qui est arrivée en France légalement, illégalement. Donc elle est d'abord passée par l'Italie, elle s'est mariée à un vieux monsieur qu'elle a payé pour avoir la nationalité italienne, et après avec la nationalité italienne elle pouvait venir en France puisque c'était l'Europe. Elle n'a jamais eu de papier français, elle avait toujours eu une carte de séjour, et donc elle m'a eu dans des conditions un peu particulières où elle n'a jamais su qui était mon père, etc. Et toujours rêvé de la réussite. Donc, elle a créé une agence de mannequin. Elle a été mannequin. Après, elle a une très belle femme. Très belle femme, magnifique femme. Si tu veux, je t'enverrai des photos, tu verras. C'était une belle femme, belle grande brune d'1m75. Très, très, très forte psychologiquement et même physiquement, quoi. Elle se laissait pas faire. Et maman, putain. Et en fait, elle croyait à la richesse un peu facile. C'est-à-dire que quand elle voyait quelqu'un en costume ou un beau parleur, elle y croyait. Et elle lui a confié tout son argent, soi-disant pour des investissements dans l'art, un truc pas possible. Et le mec, c'était vraiment un escroc professionnel. C'est-à-dire qu'il venait avec le chauffeur. C'était vraiment un escroc en col blanc. Wow. Et à l'époque, c'est des escrocs comme ça qui venaient bien habillés. Aujourd'hui, ils sont sur les réseaux sociaux en Marcel et ils vous disent achète ma formation. Ils font des formations dans des jets privés qui sont à 0 mètre d'altitude. Voilà. Ou ça se trouve, il y en a qui sont même dans les jets, mais ils utilisent l'argent des formations où ils ont escroqué le petit peuple. Et donc, elle lui a tout confié, tout ce qu'elle avait, et elle a tout perdu. C'est-à-dire que l'argent s'est volatilisé. Et lui-même s'est volatilisé. Il lui répondait comme par-ci, par-là, par mail, par téléphone. Enfin, c'était très décousu pendant des années. Et donc ça l'a achevé parce que pendant des années, elle attendait que l'argent revienne et on lui donnait... Elle y croyait. Elle y croyait. Elle y a cru. Jusqu'à sa mort, elle y a cru. Et en bon escroc, il lui donnait toujours de l'espoir et il lui donnait un peu d'argent par-ci, par-là. Elle avait mis à l'époque... Ça devait être 1 500 000 francs. C'est énorme. C'était énorme à l'époque. Ouais. Je crois que c'était même un peu plus. J'avais retrouvé les papiers, mais là, c'est vrai que ça fait très longtemps pour moi. Mais c'était beaucoup d'argent à l'époque. Et il lui redonnait comme ça 1 000 euros par-ci, 500 euros par-là. Horrible. Et en fait, jamais elle aura revu cet argent, quoi. Une fois par an, elle va 1 000 euros. Elle dit, ah, mais tu vois, regarde, il m'a donné 1 000 euros. Je dis, mais maman, tu lui as donné 1,5 million, quoi. Ouais, 1,5 million. Alors, c'était des francs. Donc, ouais, ok, d'accord. Enfin, je pense que c'était plutôt un truc comme 3 ou 4 millions de francs, mais c'est il y a longtemps. Et tu vois, je me suis pas replongé dans ces papiers depuis 2015. Et donc, elle devait de l'argent aux impôts parce qu'elle s'était foutue dans la merde. Non, parce que en plus, donc elle perd cet argent, elle tombe dans une déprime, dans vraiment l'horreur. Bah oui. Ensuite, cette personne, pour s'assurer de bien l'achever, la balance aux impôts sur son agence. C'est le même personnage qui dit regardez, elle a une agence de mannequinat, elle déclare pas tout le monde, etc., etc. Les impôts lui tombent dessus. Et là, il y a plus d'argent et encore moins d'argent et il y a plus rien. Et il y a toi. Et à moi, donc ma mère se dégrade, elle tombe dans l'alcoolisme, elle fume, il y a un peu tout le temps du monde à la maison, des copains, des copines, ça boit, ça fume. Pas des bonnes fréquentations, je suis vraiment pas des super fréquentations. Ouais. Et moi, je grandis là-dedans, quoi, donc c'est un peu compliqué. Le voisinage le voit, à l'école on le voit. Tu disais que t'allais
J'allais voir la voisine de temps en temps qui s'occupait de moi, qui était exceptionnelle, Régine Imbert, qui s'occupe de moi. Entre-temps, il y a la voisine essaie de s'occuper de moi, mais bon, ça se voit que je suis un enfant un peu des rues, quoi. Je traîne les rues, on est dans les années 2000. À Paris, hein. Ouais, on est fin des années 90, donc 98, 2000 par là. Et il y a un moment, je t'ai signalé et on est convoqué à l'aide sociale à l'enfance, il y a un juge d'enfant qui est pris en charge, etc. On en parle comme ça, des problématiques qu'on a à la maison, des problèmes de ma mère, etc. Ils viennent à l'école me voir et un jour, les huissiers arrivent, ils toquent à la porte. Et là, t'es pas Moi, prévenu, je suis tout seul et on n'est pas prévenu, on ne sait pas ce qui se passe. Et là, ils nous embarquent. Enfin, ils m'embarquent, moi. Ma mère aussi est embarquée parce qu'ils viennent tout saisir. Elle fait quelques jours de prison. Donc, c'était surtout une garde à vue prolongée. Elle est au château des Rentiers, qui est la brigade financière. Et là, ils saisissent tout ce qu'elle a, tous ses biens, chaque centime qui traîne, tout, quoi. Et donc, l'assistante sociale dit on doit s'occuper de vous, quoi. On va s'occuper de vous parce que vous pouvez pas rester seul, vous êtes mineur. Et on va vous placer en famille d'accueil. On va faire en sorte que vous ayez une vie convenable. Et moi, j'avais pas du tout compris ça, mais en fait, famille d'accueil, c'est un taf. C'est un boulot. C'est un gens c'est un boulot, quoi. Ils sont payés pour ça. Ça s'appelle assistante maternelle, c'est le vrai nom des familles d'accueil. Et c'est des gens qui sont des gens bien, honnêtement. Moi, j'ai eu de la chance. Mes familles d'accueil étaient toutes cool. Alors oui. Mais tu les revois pas. Non, j'avais besoin de tourner la page de ça. C'était vraiment des gens qui étaient là pour t'accueillir, mais il n'y avait pas de lien. Tu n'as pas créé de lien familial avec eux. Moi, j'étais très particulier avec ça aussi. C'est qu'il y avait ma vie en famille d'accueil et il y avait ma vie. Et tu continues à revoir ta mère quand même. J'essayais d'y aller au moins une fois toutes les 2 semaines. Ouais. Quand je rentrais à la maison, je dormais par terre parce que ma chambre était louée et on avait une chambre d'amis et ma chambre, les deux étaient loués à des étudiants. Donc ça aussi, tu vois, violent, des étudiants de 18-19 ans qui sont à la fac, qui dorment dans ma chambre et moi je dors par terre dans le salon. Donc tu vois, c'est un peu violent tout ça. C'est carrément violent. Ouais, c'est carrément violent, mais en fait, j'ai envie, j'ai faim de continuer. Et ta mère va s'acheter un ordinateur malgré tout. C'est juste avant, je crois, que je sois placé quand j'achète cet ordinateur. Donc il y a cet ordi. 10 000 francs à l'époque, à Surcouf. Sous le sale. Surcouf de Gare de Lyon, je m'en souviens très bien. Ouais. 10 000 francs. C'est vrai, hein, c'était 10 000 francs. C'était avant qu'elle se fasse escroquer, donc c'était encore en francs. Donc on doit être en 98. Je sais que France 98, je l'avais déjà. Donc tu vois, ça devait être à ce moment-là. Ouais. Et là, c'est un monde aussi qui te permet d'échapper à ce que tu vis là. Ouais, c'est ça. Je joue aux jeux vidéo, je joue beaucoup à Counter-Strike à l'époque. Doom, des trucs comme ça. Exactement, beaucoup Half-Life. Et surtout, je commence à m'intéresser au monde du logiciel. Je suis sur Windows 98, sur le premier ordi. Ouais. Même je crois que j'avais Windows 95 sur un. Et tu vois, je rentre dans le truc et ça me plaît. Et je joue avec et je commence à découvrir un peu Internet. J'achète... je comprends qu'on peut acheter des trucs sur le Alibaba de l'époque. Il y avait Alibaba en 2000. En Chine. Ouais, en Chine. Et c'était vraiment... Tout est en chinois. Et j'utilisais Voilà, le site Voilà, qui était un truc de recherche pour faire des traductions, pour essayer de comprendre ce que j'achetais, pour les faire livrer en France. Enfin bon, bref. Ouais. Et je découvre tout ce monde. Et puis il fallait envoyer la thune et tu savais pas si tu allais la revoir. Je savais pas, ouais. Et t'envoyais des mandats cash à l'époque. Donc, c'était un monde incroyable. Et je découvre ça. Et j'aime ça. J'aime les ordinateurs. J'aime passer du temps dessus pour faire des conneries, mais aussi pour, tu vois, comprendre comment ça fonctionne. Et très vite, tu vois, quand Windows crash, je fais un rapport à Windows. Ouais. Je vais dans DOS, j'essaie de comprendre ce qui se passe dans DOS. C'est moi qui montais mes cartes mères, c'est moi qui... Tu deviens un nerd, quoi, un peu, quoi. Ouais, j'étais un peu un nerd, ouais. Alors, et cet ordi, je l'ai gardé pendant presque 10 ans. Hein. Ouais. Dès que j'avais un peu de sous, j'achetais juste un peu plus de mémoire, ou je changeais la carte graphique, ou je changeais le processeur et la carte mère. Mais tu vois, j'essayais de le faire évoluer à petits sous, quoi. Et ouais, je me passionne, en fait. Je me passionne pour l'informatique de manière générale. Alors, à l'époque, on disait l'informatique. Oui, l'informatique. Aujourd'hui, on dit la tech. Mais... Il y avait le journal de l'informatique, d'ailleurs. Ouais, c'était ça, ouais. Je passais mon temps sur télécharger.com à l'époque, à télécharger des freeware et à regarder les logiciels, ce que tu peux faire avec, tu vois, les logiciels. Et comment tu passes de ça à Aircall, où là, tu deviens une figure de la tech, quoi. Tu vois, c'est... Écoute,
je baigne dans le monde du logiciel de près ou de loin directement, quoi. Tu vois, j'utilise l'ordinateur, je suis très à l'aise avec les ordinateurs. J'aime ça. Voilà. Et un jour, je me dis, la tech, c'est un truc qui me passionne. Pourquoi pas créer un truc 100% software? Et la rencontre avec Thibaut et Olivier a été déterminante. En fait, c'est même Mathieu Vaxelaire qui me présente à Thibaut. Et c'est déterminant parce qu'à ce moment-là... et Thibaut, il est déjà successful. Ouais, il avait déjà vendu Fotolia. C'est le fondateur de Fotolia. Il avait revendu Fotolia à une fortune. Il fait beaucoup d'argent. Et il est jeune à cette époque. Et là, il a quel âge? Il doit avoir 36, 37 ans à cette époque. Et, Thibaut, c'est un mec génial. Il est mon âge aujourd'hui, donc tu vois, le mec avait déjà vendu pour 900 millions. Ouais. Tu vas me dire, moi j'ai une boîte à 1 milliard. Je ne l'ai pas vendu. Ouais. Mais non. Et j'ai un gros coup de cœur. Et tu vois, le projet d'Aircall, il l'a en tête. Il nous donne l'idée. Il nous dit, les gars, je vais vous financer. C'est parce que c'est le principe. C'est ça, avec eFounders. Le principe d'eFounders, c'est de dire, j'ai des idées, mais bon, moi, je cherche des équipes vraiment pour les mettre en œuvre et pour les transcender aussi. Exactement. Ouais. Et moi, la rencontre avec Olivier, elle est déterminante parce que c'est le coup de cœur. C'est vraiment le coup de cœur. Je rarement été aussi fan de quelqu'un. Ouais. C'est marrant. Alors, vous ne vous connaissiez pas? Alors qu'on ne se connaît pas. C'est Thibaut qui vous met ensemble un petit peu. Et je suis fan d'Olivier. Je l'aime. Je l'aime d'amour comme mec. Et encore aujourd'hui, on s'écrit tout le temps. C'est quelqu'un qui est bon. Ouais. Et alors que vous ne ressemblez pas du tout. Alors qu'on ne se ressemble pas du tout. Ni dans notre background, ni dans ce qu'on fait les week-ends, ni dans rien, en fait. Lui, il y a des enfants. Tu dis c'est l'anti-Jonathan. C'est mon anti, ouais. Et c'est marrant parce que moi, j'ai ce coup de cœur. Et quelques années plus tard, on en parle de ça. Et il me dit, mais en fait, j'ai eu le même coup de cœur pour toi, mais tu t'en as pas rendu compte. Ah ouais. Il me dit, en fait... tu es tout ce que j'aurais voulu être. Et je lui dis, mais c'est marrant, tu es tout ce que j'aurais voulu être aussi. Ah, vous êtes des frères c'est des frères d'âme, quoi, ça. Ouais, parce qu'en fait, lui, je pense que moi, ce que j'apprécie chez lui, c'est le côté Monsieur Parfait. C'est Ginette, HEC, BCG. Tu vois, il avait coché les cases. Il est parfait, quoi. Ouais. Et moi, c'est vraiment l'imparfait, quoi. C'est vraiment... Et lui... il dit, mais John, moi, quand je te vois, t'avais 27 ans, 26 ans, tu gérais ton patrimoine immobilier, t'avais des loyers qui rentraient par-ci, par-là, t'optimisais fiscalement, t'avais des Airbnb, c'est-à-dire qu'Airbnb venait d'exister, t'étais un des premiers, moi, j'étais un des ambassadeurs Airbnb à Paris, j'étais 2012 sur Airbnb, tu vois, voire même un peu avant. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis dans ce truc-là, et lui, ça le faisait rêver, ce côté-là. Mais en fait, tu sais, je me dis rétrospectivement, quand je t'écoute, c'est que tu vois, cette scène d'humiliation, t'avais déjà eu honte, donc tu t'en foutais, quoi. C'était bon, quoi, en fait. Maintenant, tu osais tous les trucs que eux n'osaient plus faire parce qu'ils n'ont jamais été humiliés, ces gens-là. Ouais. Et donc, je pense j'ai osé la tech. Ouais, parce qu'en fait, la tech. La réalité, c'est que ni Olivier ni moi ne venions du monde de la tech. Non, ouais. Et puis, t'étais un vendeur et que voilà. On venait, ni Olivier ni moi venons du monde de la tech, ni des telcos, ni aucun des autres associés, parce qu'on avait 2 autres associés tech. Et tout le monde me disait, vous y arriverez pas. Et moi, j'adore quand on me dit, tu y arriveras pas. C'est que c'est possible, quoi. Et avant ça, tu t'étais associé avec Gaëtan? Non, on s'était pas encore associés. On faisait chacun notre immobilier de notre côté. Ok. Mais là aussi, c'est en gros, on faisait un peu la même chose. Aussi, ça, ouais. C'est ma rencontre de quand j'ai 18 ans. Où je suis encore. Parce que tu fais cool, mais tu continues tes petits projets immobiliers à côté. Hein. Toujours. L'immobilier, j'ai commencé à 19 ans. C'était le week-end, tu disais. Exactement. À 19 ans, on the side, tu faisais. Exactement. À 19 ans, je commence à acheter de l'immobilier. Je rencontre Gaëtan, on a 18 ans. Et à partir de nos 18 ans, on commence à s'intéresser à l'immobilier. Et à 19 ans, on achète tous les deux de l'immobilier. Et on fait la même chose. Quand il achète une chambre de service, j'achète une chambre de service. Quand il achète un studio, il achète un studio et ainsi de suite. Et c'est en 2018, donc assez tard, finalement, 4 ans après que Aircall existe, qu'on crée Agesso Capital, en se disant, faisons-le ensemble. Ça sert à rien de juste faire la même chose à l'autre bout de Paris, quoi. Mettons, unissons nos forces et achetons un hôtel, par exemple. Et c'est ce qu'on a fait en 2019, du coup, fin 2018, début 2019, où on achète notre premier hôtel, Maison Barbès, avec cette envie, voilà, de révolutionner l'immobilier, l'hôtellerie, de faire des choses un peu différentes que ce qui existait, de créer des boutiques hôtels, de faire de l'achat-revente, etc. Et tout ça, en effet, ça a été fait en parallèle d'Aircall. C'est-à-dire que... Non, mais ça, c'est dingue. Aircall, c'était la semaine. Ouais. C'était 9h, 23h. Ouais. Tous les jours. Tous les jours. Et j'étais connu pour ça au bureau. Et entre Paris et New York, en plus. Entre Paris et New York. Voyageais, quoi. Et c'est aussi pour ça que je restais tard le soir. C'est que ça me permettait de parler avec les équipes US. Et puis j'aimais ça, soyons honnêtes. Et le week-end, Aircall. Et le week-end, immobilier. Ouais.
J'allais dire Airbnb Encore. parce que le week-end, je gérais mes Airbnb surtout. Et donc, justement, fort de cette expérience-là que tu as dans le secteur de l'immobilier, c'est pas un truc que tu découvres. En fait, on se rend compte que c'est un truc que tu fais depuis déjà un sacré bout de temps et que tu fais d'ailleurs en partenariat avec Gaëtan. Là, vous avez décidé de monter un truc, là, que vous lancez. Ouais. Tu m'en as un petit peu parlé. D'ailleurs, je trouve ça super intéressant. Je remets les pieds dans le plat, quoi. En fait, ce qui est marrant, c'est que ça fait quoi, presque 20 ans que je fais de l'immobilier. Ouais. Donc tu fais dans ton coin, pour dans toi. Mon coin, etc. Un peu ça maintenant avec Gaëtan. Voilà, ça fait 20 ans que j'ai des copains qui veulent faire de l'immobilier. Et ça fait 20 ans qu'ils ne font pas d'immobilier. Et donc, ça fait pas mal d'années que je me dis, mais c'est marrant, en fait, il y a plein de gens qui veulent faire de l'immobilier, mais en fait, le pas est très difficile. C'est dur de se lancer. Qu'est-ce qui est difficile ? C'est dur d'acheter un bien à plusieurs centaines de milliers d'euros. Ouais. C'est ta plus grosse dépense, l'immobilier. Ouais. Et donc, quelqu'un qui n'est pas habitué à investir, mais l'immobilier, ça fait peur. Ouais. Mettre 10 000 euros dans une voiture, c'est facile. Mettre 100 000 euros, 500 000 euros dans un bien immobilier, ça fait peur. Ouais. Et donc, beaucoup de gens font jamais le pas. Et donc, depuis 2018, qu'on a commencé à faire des hôtels, des immeubles de bureaux, on achète, on revend, on parle un peu sur les podcasts, sur le truc de ce qu'on fait, etc. Et j'ai plein de potes qui me disent, mais moi, je veux investir à tes côtés. J'ai envie, quoi. Et donc, fais-moi croquer, quoi. Mais en fait, c'est juste, tu le fais, donc pourquoi je vais le faire dans mon coin ? Je vais le faire avec toi. Ouais. Et avec Aguesso Capital, on a commencé à avoir des personnes qui investissent à nos côtés, dont des personnes qu'on a citées tout à l'heure, comme Mathieu Vaxelaire, et d'autres personnes qui ont mis plusieurs millions d'euros à nos côtés pour investir leur argent et qui ont des rendements entre 10 et 15% pour certains. Et on le fait avec Aguesso Capital, directement avec notre foncière, qui est Aguesso Capital. Mais sauf que, en fait, c'est pas pratique parce que c'est notre foncière, c'est notre patrimoine, et donc on peut pas les faire rentrer en pic, en equity dans les deals. On est obligé de leur faire des obligations, donc qui sont faire des forme de prêt. Particuliers. Et donc là, on crée Offstone avec comme vision de révolutionner la manière dont tu investis dans l'immobilier, et donc de littéralement investir ensemble dans l'immobilier. Ouais. C'est ça, on fait des SPV, donc Special Véhicule, Special Purpose Véhicule, où en fait, les personnes mettent de l'argent, donc ils mettent l'apport. Donc vous présentez des projets et les gens se réunissent en disant tiens, ça m'intéresse. Ça m'intéresse, ça c'est un hôtel, c'est à horizon 3 ans, ça c'est à horizon 5 ans, ça c'est à horizon 7 ans. Ouais. Tu choisis ton deal, on fera sûrement un fonds à un moment où tu peux rentrer quand tu veux, comme ça tu te poses pas la question de sur quel deal tu rentres, etc. Et littéralement, on fait tout, on gère tout. Jusqu'à la sortie. Et à la sortie, on paiera tout le monde. Et c'est des beaux rendements, parce que c'est des rendements d'investisseurs immobiliers. Et un particulier, il pourra pas faire ça dans son coin. Enfin, si, mais il fait que ça dans ce cas-là. Et donc, la plupart des gens, ils ont soit un business, soit un job. Oui, il n'y a pas que ça dans le projet, tel que tu me l'as raconté. Il y a aussi une valeur éducative que je trouve vachement intéressante. C'est que quand tu disais les gens, ils osent pas y aller, c'est parce qu'ils comprennent pas, ils ont peur de faire des conneries. Et là, c'est aussi une façon d'apprendre des trucs ensemble. C'est ça. L'idée, c'est pas juste que Offstone soit un truc dont tu t'occupes là, tu fous de la thune où tu fous ta thune. Ce que je veux, moi, c'est avoir aussi un aspect un peu communautaire à l'intérieur, où les personnes, déjà, peuvent se parler entre eux. Deux, nous, on va créer des formations gratuites qui seront, directement sur la plateforme. Il y aura un membership où les personnes, ils ont accès à des dîners, à des événements, à des formations tout gratuites, ils peuvent poser des questions à nous, à nos équipes. Mais t'as pas peur que du coup, si tu les formes, ils fassent des trucs par eux-mêmes ? Mais je serais ravi qu'ils le fassent d'eux-mêmes. Moi, je suis pas là en me disant, je suis là pour leur piquer de la thune. Je vois pas ça comme un sas, quoi. Je vois ça plutôt comme un truc où, moi, ça me permet de continuer à faire des investissements immobiliers. Parce qu'il y a un moment, j'ai beaucoup acheté d'immobilier et tu sais, il faut refaire des cycles et repartir à zéro. Il faut que ça tourne l'argent. Et donc, moi, je suis ravi d'avoir des investisseurs qui viennent à mes côtés, qui mettent l'equity pour faire le projet, que moi je gère le projet et la sortie. Et surtout, je vois aussi le côté où moi je suis ravi d'avoir des personnes qui restent 1 an, 2 ans avec Offstone et qui se disent, mais moi maintenant, je vais moi-même investir dans l'immobilier. Je serais encore plus ravi qu'il sorte son argent d'Offstone parce qu'il récupère son argent plus les gains et qui me disent, maintenant, moi je me lance de mon côté, je vais acheter mon bien locatif, je vais faire du Airbnb, je vais acheter un hôtel, j'en sais rien. Et ça, moi, ça me ferait plaisir. Mais avant tout, ce que je veux, c'est
tu vois, aujourd'hui, j'ai des milliers de personnes qui me suivent, voire des centaines de milliers. Bah, maintenant. tu vas en avoir plus avec qui Non, mais- va être mon associé. Bah, hein. tu vois, j'ai plus de 150 000 personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. Ouais. Et j'ai des gens qui me disent en permanence, mais je veux investir. Déjà, ils peuvent avec Aguesso Capital. Hein. C'est-à-dire que, en fait, on fait un spin-off d'Aguesso Capital sur la partie invest pour bien structurer. Parce que, en fait, c'est difficile. Non, mais quand tu veux le t'investis faire en France, online pour qu'il y ait une ça plateforme. soit bien fait aujourd'hui avec Aguesso Ouais. Capital, c'est à la T'as mano. pas- tu peux pas, tout le monde peut pas C'est un peu à la t'appeler, main. voilà. Voilà, c'est un peu à la main. C'est avec des gens un petit peu qui sont proches de moi. Ouais. Ou qui nous écrivent et qui insistent vraiment. Et là, je vais le faire at scale, avec une plateforme régulée et tout, tu vois. On va faire les choses bien. Et c'est ton côté tech, ça. Bah oui, et en plus, ça me permet de remettre les mains dans la tech. Ouais, Et de moi, ça me fabriquer fait un plaisir. produit, quoi. C'est ça. Mais avant tout, moi, ce que je veux, c'est que les gens se rencontrent et que aussi je puisse un peu donner de mon temps. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des dizaines de personnes par jour. Vraiment, je rigole pas, je m'en fous, tu vois. Mais qui me contactent et qui aimeraient que je les aide. Mais je peux pas. C'est impossible humainement. Même si je voudrais. Et j'ai plugué un outil AI sur mon mail et sur mon Insta qui répond un peu pour moi, enfin qui me préécrit les réponses. Ouais. C'est cool, mais tu vois, je vais pas leur apporter de valeur. Bah, tu vois, avec Offstone, bah, je pourrais me permettre de leur apporter de la valeur parce que on aura un chat commun, parce qu'on va faire des événements où on va parler investissement, on va parler immobilier. Et vu que ils auront payé un membership, moi je suis aussi à l'aise, bah tu vois, de délivrer de la valeur en face. Ah oui, mais bien c'est sûr. difficile sur Instagram. Ouais, tu vois. non, mais moi, c'est pareil, je tu reçois m'aides, plein j'ai des de- questions. ouais. Mais j'aimerais, hein. Ouais. Je te jure, je suis humain, j'aimerais. Et Offstone, c'est ça, ça va être vraiment la croisée des chemins de, on investit ensemble et en plus on discute, on réfléchit ensemble, et on vous permet aussi vous de vous créer votre propre patrimoine, quoi. Ça sera de l'immobilier qu'en France? Non, on se le Pas limite forcément. pas. Aujourd'hui, je pense qu'au début, ce sera en France. Ouais. Commencer par des produits un peu vanille, faciles, lisibles. Tu vois, typiquement à Paris, de l'immobilier parisien Ouais. assez lisible. Et après, on ira sur des trucs un peu compliqués. Moi, la seule chose que je veux, c'est délivrer de la valeur pour les membres. C'est-à-dire Les membres. leur dire, Ouais. les gars, quand vous investissez avec nous, je veux que vous ayez des bons rendements. Et les investissements qu'on va faire, c'est les investissements que moi, j'aurais pu faire seul. Mais Et que d'ailleurs, j'ai fait seul. J'ai acheté pour 200 millions d'euros d'immobilier avec Aguesso Capital. J'en ai revendu plus de la moitié. Il me reste environ 100 millions dans Aguesso Capital. J'en vends encore un petit peu parce que j'ai aussi beaucoup de dettes. Donc, j'essaye de réduire la voilure un petit peu. Oui, parce que tu n'immobilises jamais ton cash, tu utilises toujours. Je fais beaucoup de dettes. Donc, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, Aguesso Capital, c'est 100 millions de patrimoine, mais c'est 60 millions de dettes. Et ça, c'est une réalité, tu Bien vois. sûr, bien sûr. Et la dette, c'est ce qui fait vivre l'immobilier, c'est bien. Donc là, j'en revends au fur et à mesure parce que j'ai envie de me concentrer uniquement sur des biens hôteliers. Dans Aguesso Capital, il n'y a que des biens commerciaux, hôteliers, qu'on exploite, tu vois. Comme ça, on n'est pas assujetti C'est à des l'IFI, immeubles de- comme ça, Ouais. tu vois, on évite tous les impôts qui peuvent tomber quand tu Ouais. as en perso des biens. Et demain, Offstone, bah, le principe, c'est de continuer à faire ça, du marchand de biens, des achats-reventes, mais de le faire avec d'autres personnes au format d'un fonds d'investissement. J'aurais pu faire aussi le choix de monter un fonds d'investissement immobilier. Et tout le monde me dit, mais Jonathan, monte un fonds d'investissement immobilier. Qu'est-ce que tu vas te faire chier à aller parler avec les particuliers, passe par les conseillers en gestion de patrimoine, fais le truc classique que tous les fonds immobiliers font. Mais moi, je veux pas ça. Je veux aller voir directement le particulier. Bah, en je veux, fait, ce que tu je veux veux- démocratiser l'investissement. Ouais, tu veux qu'en fait les gens fassent comme toi, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'ils aient un peu la même expérience que Ouais. toi et que c'est une bonne manière de le et faire que ce faire. soit pas seulement les mecs les plus riches qui ont des gestionnaires en patrimoine et des choses comme ça qui Même si au final, bon, investir, c'est à partir de 20 000 euros l'investissement. Donc, Ouais, quand donc c'est même, pas n'importe qui c'est non pas, plus. c'est pas des personnes Ouais. non plus Ouais. qui gagnent rien. Ouais. Et je voulais pas non plus aller prendre 5 000 euros à Madame Michu en lui disant vous inquiétez pas, je vais vous rendre riche. Ce serait faux, tu vois. L'immobilier, c'est des rendements sûrs, certains, mais c'est pas, tu vas pas faire x10 en 2 ans. Ouais. Tu vois, je peux pas vendre ça. Donc, Ouais. je voulais pas prendre des tickets à 1 000 euros ou 2 000 euros, ça servait à rien. Ok. T'investis pas dans l'immobilier si t'as 2 000 euros, quoi. En fait, c'est surtout ça. Mais bon, à partir de 20 000 euros, moi, à 19 ans, j'avais 20 000 euros de côté. Et je me suis démerdé, je bossais, j'étais livreur, j'étais ci. Et les jeunes, aujourd'hui, ils ont de l'argent, ils se débrouillent bien. Et j'ai fait ce choix, qui est un choix difficile, d'attaquer finalement le retail. Ouais. Je m'interdis pas que je vais faire aussi des conseillers de gestion de patrimoine, parce que les conseillers de gestion en patrimoine, ça fait des années qu'ils disent on veut investir avec vous. J'ai des fonds, des fonds de pension qui veulent investir aussi à nos côtés, qui disent montons comment ça s'appelle, un groupe d'hôtels ensemble, qu'on garde 7 ans et qu'on revend à la fin. On finance l'equity et vous gérez tout le tralala. On va faire plein de choses dans Offstone et c'est ça qui va être excitant, c'est qu'on va être capable de proposer
des investissements à différents types de populations. Différents produits, différents types de populations. De populations. Ouais. Moi, ça me relance, quoi. C'est intéressant parce que quand tu parles d'immobilier, t'as vraiment les yeux qui s'allument. Hein. Ouais, je te l'ai dit. Non je sais que tu veux qu'absolument, mais oui, je pense que la tech aussi. Mais je pense que cette histoire d'immobilier, il y a un truc très personnel. Ouais, très perso. Ça vient d'en bas. Ouais. Ça vient des tripes immobilier. Ça vient d'avoir perdu ma maison. Ça vient de. C'est ça, ouais. Je pense. Ça vient du fait que. Je pense que ça t'a sauvé, quoi. En fait, quoi. C'est le truc qui t'a sauvé. Ah, complètement. Peut-être que la tech t'a rendu riche. Ouais. Mais le truc qui t'a permis vraiment de sortir la tête de l'eau, c'est l'immobilier. Ouais. Et du coup, t'as une relation très affective avec ce truc-là, quoi. Évidemment. Mais si je dois choisir entre la tech et l'immobilier, c'est impossible. Mais je suis un fou de tech. C'est-à-dire que. Oui, bah, ça, c'est sûr. J'aurais pu aussi, après Aircall, maintenant me dire, la tech, c'est bon, c'est derrière moi. Ouais. Comme beaucoup, d'ailleurs, de fondateurs de boîtes tech. Mais c'est dingue, ça. Les entrepreneurs de la tech en France, c'est pas trop des repeat founders, hein. Bah si, on a parlé de Thibaut Elzire. Bon là, c'est mais Thibaut, par exemple, c'est plus du repeat, c'est du. Mais il repeat pas tout seul en plus, quoi. Il démultiplie. Très particulier. Mais en effet, il y en a peu en France. Il y a peu. Mais moi, si je m'écoutais, je pourrais remonter une boîte tech de A à Z. Je pourrais. Mais en fait, je suis dans un engrenage là, en ce moment où je peux pas me sortir la tête de l'eau, quoi. Donc à l'heure de l'IA, et là naturellement le fonds d'investissement immobilier se présente. Mais tu vois, ce qu'il faut que j'apprenne, je pense, à faire plus, c'est à déléguer énormément mes projets. Un peu ce que finalement Thibaut a fait, a su faire, tu vois. Ah ouais, c'est top. Parce que sinon, s'il avait fait comme moi, en fait, il aurait eu juste eFounders. Et encore, même eFounders, c'était une manière de déléguer. Il a été très fort. Moi, Thibaut, j'adore. Il a été tellement fort. Ouais. Et son projet, là, de baraque, là, de super Iconic House, Iconic House. C'est sympa, ouais. Ça aussi, ça doit te faire kiffer, ça, parce que ça, j'adore. Truc, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, le modèle est très cash intensive. Ouais. C'est des baraques incroyables. Hein, c'est très très beau. C'est un pari qu'il a fait. Et franchement, encore une fois, impressionnant. Mais moi, de toute façon, Thibaut, il m'impressionne tellement. Ouais. Et puis, il est pas connu à sa juste valeur. Non. Il mérite tellement plus. Mais moi, il doit venir dans ce podcast. C'est pareil. Il est comme toi. Ça fait 2 ans qu'on se dit, on va le faire, etc. Et je lui envoie des messages quand je suis pas souvent en France. Et des fois, il me répond pas. Puis d'autres fois, il me répond, non, mais on va bouffer, quoi. Tu dis, ok, mais moi je suis super content d'aller bouffer, mais je pense qu'il aime pas. Ouais, je crois qu'il aime pas. Il aime pas l'exposition médiatique, ouais. Et c'est tout à son honneur, honnêtement. Et Olivier, pareil, mon associé, il a jamais aimé ça. Il m'a toujours dit, Jonathan, les journalistes, tu leur parles. C'est ton truc. Leur parler, c'est ton truc. Démerde-toi, ça m'intéresse pas. Et moi, bizarrement, j'aime pas ça, mais en fait, j'ai appris à aimer, et j'ai surtout vu la valeur que ça avait pour la boîte. Et donc je l'ai toujours fait naturellement pour la boîte, mais avec toujours un objectif qui était un objectif que ça apporte du positif à la société ou aux personnes à qui je raconte, quoi, tu vois. Et donc ça s'est fait assez naturellement, quoi. Mais la tech, tu vois, moi, la construction d'Aircall, la manière dont on a vendu, tout ce qu'on a créé, ça me passionne encore, et régulièrement j'ai des calls avec les équipes d'Aircall pour un peu parler de tout ça, quoi. Voilà, Aircall, vous avez inventé, vous avez sacisé, c'est-à-dire vous avez rendu à the service la téléphonie, quoi, de l'entreprise. Ouais. Avant, on avait des PABX, moi je me rappelais. Exactement. On achetait ça près d'Alcatel, des boîtes comme ça, pour programmer les appels. Des gros ordinateurs avec un software. Voilà. Et vous avez mis ça dans le cloud. Exactement. Et ce qui est incroyable, c'est que quand vous avez fait ça, enfin non, c'est pas incroyable, c'est assez logique. Votre premier client, bien évidemment, il était américain, parce que les Américains ont cette curiosité, cet appétit pour ce genre de trucs. Moi, ce que je trouvais vachement intéressant dans ton bouquin, c'est ce que je comprends, c'est que en fait, le produit, putain, vous avez galéré sur la qualité du produit. Ouais. T'arrives aux US et les mecs, ils ont un niveau d'exigence, peut-être aussi, ils connaissent les produits. Le SaaS, c'est pas un truc nouveau pour eux. Ils en utilisent d'autres, peut-être sur d'autres sujets. Et en termes de qualité, il y a un moment, il y a cet article dans un magazine là, de CRM. Là, où Contact. Oh là 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 là. Et qui vous démonte, quoi. Et il nous tue. Il nous tue.
Vraiment, hein, et aujourd'hui, je m'entends très bien avec le journaliste en question. J'ai d'ailleurs fait Mais il t'a peut-être sauvé, hein, le mec. Hein. J'ai fait la couverture de son magazine quelques années plus tard, 4 ou 5 ans plus tard, 5, 6 ans. Donc le mec vous tue. En fait, en gros, si je dois récapituler comment ça s'est passé. Aircall, très vite, on a des clients aux US, donc on se dit, on va aller aux US. Ouais. Okay, on prend une claque parce qu'en fait, nous, on arrivait de France en se disant, attends, c'est ouf ce qu'on construit. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des logiciels concurrents aux US qui ont 3 ans d'avance sur nous, qui sont capables d'équiper des call centers de 200 personnes. Et que nous, quand on a 10 personnes, ça lag. Tu vois un peu le genre. Donc, on prend une claque, produit, exigence, attente, etc., SLA et tout. On est là, waouh, ça va être dur. Et on arrive quand même, à force du poignet, à vendre. Mais vraiment, on crée une équipe de vente exceptionnelle. Et ça, c'est toi, parce que c'est toi le vendeur. Ouais, c'est moi. C'est surtout, j'avais une équipe folle, quoi. Je dois dire que j'avais une équipe, mais exceptionnelle, de mes premiers vendeurs. Et oui, j'y contribue. L'histoire de ce mec qui, le jour de Noël, quoi, en fait... Ouais, Shalom. Le bon vieux Shalom, ouais. Qui dit, écoutez, il me reste une vente à faire. Il faut closer. Tous mes collègues sont en train de vous écouter. Je vous ai foutu sur un haut-parleur. Et ça se passe vraiment comme ça. C'est le loup de Wall Street à ce moment-là. Ouais. Mais vraiment. Et s'il vous plaît, achetez-moi le truc parce que je fais mon quota. 26 €, il manquait, je crois. C'était 26 ou 24 €, je me souviens plus. C'est dans le livre. Ouais. Et vraiment, on lui dit, le mec est dans l'avion. Le client est dans l'avion. On est le 31 décembre. Le mec, il a juste envie de rentrer chez lui, quoi. Il veut rentrer chez lui. 31 décembre 2015. Ouais. Haut-parleur, les gens sont au bureau. Il est 19-20 heures à Paris. Tard, hein, pour Paris, 19-20 heures, un 31 décembre, tu vois. Ouais. Et le mec dit, mais attendez, là, je sors de l'avion, je vais rejoindre ma famille. Qu'est-ce que vous me racontez, quoi? Ouais. Il dit, toute la boîte vous écoute, là. Ça me fait des frissons rien que d'y penser. Toute la boîte vous écoute. Il nous manque 20 € pour atteindre nos objectifs de l'année. Et notre objectif de l'année, à ce moment-là, vraiment, il nous manque 20 €. Et on était à 60 000 de MRR. On était à 59 900 avec des poussières. Et le mec, il dit, OK. Il dit, donnez-moi votre carte bleue, je le fais pour vous si vous voulez. Je me connecte à votre compte, je rentre la carte bleue, monsieur, et ça fonctionne dès demain. Et je vous offre le premier mois. Le premier mois, il est pour moi, mais il faut que vous payiez ce soir pour que je puisse le mettre dans le MRR. Et le mec paye. Et là, mais il y avait des gens qui étaient sur Slack. Tu vois, on était une vingtaine à ce moment-là, 20-25. Mais ça a créé un truc dans la boîte, mais complètement dingue. Et le mec, au téléphone, il entend les autres gueuler derrière. Ah, il entend les autres gueuler. Il se marre, il dit, mais guys, you're crazy et tout, tu vois. Ouais. Et quelques années plus tard, il s'est reconnu parce qu'on en a parlé dans un podcast. Il s'est reconnu et il nous a écrit à mon associé et moi. Ah ouais? Ouais, pour dire, c'était moi et tout, etc. Moi, j'ai churné entre temps, ma boîte a fait faillite. Tu vois. Et en fait, à ce moment-là, il s'est créé un truc unique dans la boîte qui était, on atteint nos objectifs coûte que coûte. Les objectifs, il faut les atteindre dans une boîte. On se fixe pas des objectifs inatteignables, ça sert à rien. Je déteste les bullshitters, les start-upers qui te montrent des decks avec des objectifs où t'es là, mec, tu vas pas les atteindre là. Là, le x10 l'année prochaine, j'y crois pas du tout. Nous, on s'est toujours fixé des objectifs atteignables et quand on les fixait, on les atteignait coûte que coûte. Et pendant 10 ans, on les a atteints. C'est le petit tracteur jaune? C'est l'histoire du petit tracteur jaune qui laboure la terre et qui traverse les âges, quoi qu'il arrive. L'histoire du tracteur jaune, c'est l'antithèse de la fusée, qui est l'emoji favori de tous les start-upers. Nous, on a choisi le tracteur parce qu'on part du principe que le tracteur, il atteint ses objectifs, il laboure la terre, c'est fort, c'est une image forte. Et c'est un de nos stagiaires qui a trouvé cet emoji un jour. Quand il est parti, il a laissé un petit tracteur en bas. Il me dit, Aircall, c'est comme un tracteur, ça laboure la terre, ça atteint ses objectifs et ça traverse les saisons. Et ce truc est resté à travers les âges et toute l'histoire d'Aircall, on avait un tracteur en emoji à l'antithèse finalement de ce que les autres start-upers ont. Antithèse des US aussi. Hein. Antithèse de tout. Ouais. C'était de dire, nous, quand on dit quelque chose, on le fait. Et donc ce jour-là, les 20 €, t'aurais pu te dire, mais c'est pas grave. 20 € sur 60 000 balles de MRR. Je vais les foutre moi-même. On s'en fout. Je vais tricher. Toi. On s'en fout. Ouais, c'est pas grave. On a atteint les objectifs. Non, quoi. On s'en fout pas, quoi. Non, nous, on s'en fout pas. Ouais. Il faut les atteindre, les gars. Ouais. Il faut les atteindre. Et à ce moment-là, en plus, on avait des objectifs communs qui étaient, si on atteint le 60 000 de MRR, tout le monde avait un bonus. Ouais. Et on l'a atteint. Ouais. Et tu vois, et ça a mis les bases de, on est une entreprise, on dit quelque chose, on le fait. On atteint nos objectifs. 20 €, c'est 20 €. 1 €, c'est 1 €.
on atteint les objectifs dans l'honnêteté et dans la transparence. Et ça a aussi posé les bases de la transparence d'Aircall, le fait que on communique sur nos chiffres avec toutes les équipes, tous les matins c'est publié sur Slack, tout le monde sait le churn, tout le monde sait le MRR, tout le monde sait tout en permanence, en live. Et ça a créé quelque chose d'exceptionnel dans la boîte qui est cette boîte, on la crée ensemble. On va réussir ensemble. C'est pas les fondateurs qui vont réussir, c'est nous tous ensemble. Et d'ailleurs, vous avez tous de l'equity. Et d'ailleurs, les 20 premiers, si Aircall devient un jour une licorne, vous êtes tous millionnaires. Eh ben, ils sont tous devenus millionnaires. C'est cool. Ouais, et vous avez ce mantra, we take care of each other. Donc, c'est vraiment une team. On est une team, on bosse ensemble, on s'entraide. Et c'est ce qui a fait le succès d'Aircall. Souvent, on me dit, mais qu'est-ce qui a fait le succès d'Aircall? Et ben, je dis toujours la même chose, c'est l'équipe. C'est d'avoir une équipe soudée qui bosse avec un objectif commun et qui croit dans le produit. Ouais. Et tu vois, et ça, la combinaison des trois, c'est très fort. À ça, tu y ajoutes une équipe commerciale exceptionnelle, qui n'est pas là pour vendre, mais qui est là pour aider ses clients, qui est là pour leur permettre de régler un problème qu'ils ont. Une équipe tech hyper à l'écoute de l'équipe commerciale et de son marché et de son environnement, qui s'adaptait à ce dont on avait besoin. Et donc, de créer ce produit, en fait, à plusieurs têtes, qui essaye de répondre aux besoins des clients et aux problèmes des clients. Mais c'est un peu tarte à la crème, là, ce que tu es en train de dire. Quand les gens vont l'écouter, on dit, ouais, on sait tout ça, machin, on sait bien que le produit, nanana. Mais c'est tellement vrai, quoi. Ce que tu dis, c'est que c'est tellement ça, quoi. C'est tellement cette écoute du client et tout ça. Mais pourtant, il y a plein de gens qui n'y arrivent pas. Comment t'expliques ça, quoi? Tu as plusieurs raisons pour lesquelles tu peux ne pas y arriver. Soit tu n'as pas le bon go-to-market. C'est-à-dire que tu t'épuises à faire un truc, en fait, où il n'y a pas de besoin. Il n'y a pas de marché, quoi. Ouais, y a pas de marché. Et je vois beaucoup de boîtes comme ça, malheureusement. 2, tu oublies de vendre. Il y a tellement de gens qui ont un super produit. Ouais. Et les clients viendront tout seuls, mon produit est génial. Ouais. Mais ça, en fait, c'est faux. Les boîtes qui réussissent dans ce monde, malheureusement, ou heureusement, je sais pas, c'est pas les meilleurs logiciels. C'est les meilleurs vendeurs. Ouais. Et ça sera toujours le cas. Tu vois ? Qu'à regarder Microsoft au début. Voilà. Non, mais c'est une réalité. Tu vois ? Microsoft face à Apple, c'était Microsoft qui gagnait. Hein, et voilà. Et pourtant, Dieu sait que Microsoft, à l'époque, c'était quand même pas fou. Et encore aujourd'hui, je trouve ça quand même pas incroyable. Non. Et pourtant, on regarde le cours de bourse de Microsoft, c'est incroyable. Ouais. Et donc, ce qui fait le succès d'une boîte, c'est sa capacité à vendre le produit. Et beaucoup trop d'entrepreneurs oublient ça. Voient la vente comme le truc pour les petits gens. Mais ça, c'est l'erreur numéro 1 de l'entrepreneur. Ouais, c'est ça. Ils mettent la tech en premier, ils ne se soucient pas. Alors que nous, on a mis la tech au même niveau que les sales, avec les sales comme avantage suprême qui est t'es face au client. Ouais. Donc, tu vois, les problèmes, tu les comprends, t'y vas. C'est toi qui as raison, parce que c'est toi qui parles au client, quoi. En tout cas, on essayait, mais on essayait toujours d'être balancé pour pas que non plus les équipes tech se retrouvent dire mais attends, mais c'est les sales qui font le produit, parce que ça, en revanche, c'est disruptif et très destructif, parce que on s'est aussi retrouvé dans cette situation-là où à un moment ça devenait n'importe quoi, parce que le sales il est prêt à tout pour pouvoir closer. Ouais, n'importe quel feature, le client m'a dit ça, et le client mais le client, il n'est pas expert en produit. Non. Et surtout, il faut pas. Il est expert en problème, le client. Il n'est pas expert en produit. Mais du coup, ce qui a fait le succès, c'est ça, c'est de se dire, les commerciaux sont là pour régler un problème, et on a créé une machine commerciale. Ouais. On faisait du sales Fordisme. Je disais toujours ça, le Fordisme commercial. Parce que en fait, ça a industrialisé les sales. On a industrialisé les sales. Ouais. Et moi, je n'avais pas besoin de recruter des commerciaux à un moment. J'avais besoin de recruter des gens intelligents. C'est tout ce qu'il me fallait. Dès lors que la personne était intelligente, elle mettait les pieds derrière son ordinateur. Elle avait un système. Elle comprenait. Ultra clair. Ouais. C'était systémique. Tu respectais les procédures et t'allais réussir à vendre. Ça allait le faire. Et on convertissait des gens qui venaient de grandes écoles de commerce, qui n'avaient rien à faire en tant que SDR ou account executive dans une boîte tech, que eux se voyaient aux ops, à la strat, à ce que tu veux, aux produits à la limite, mais pas en commercial, à devenir des bêtes de course, à devenir les meilleurs commerciaux que tu as jamais vus, quoi. Et qui sont aujourd'hui VP Sales Monde d'Aircall, qui sont rentrés quand ils avaient 22 ans chez nous. En gros, tu recrutes aujourd'hui un mec qui était sales chez Aircall, tu sais, comme à l'époque, tu sais, les équipes de Xerox où on disait que c'était les meilleurs sales au monde. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, on se les fait trop chasser. Ouais. Et tu as des boîtes qui viennent à proposer des salaires monumentaux qui n'ont aucun sens. Et ça dure qu'un an en général quand ils vont dans ces boîtes-là. Et il y en a qui reviennent. Mais on a créé vraiment quelque chose qui est systémique et qui fait que
En fait, si t'es intelligent, tu comprends le truc, tu vas réussir à vendre. Et moi, là, je regarde les chiffres d'Aircall, mais c'est incroyable. En ce moment, la boîte est valorisée. On rajoute 1 million d'ARR par semaine, pratiquement. Moi, j'hallucine, quoi. Ouais. Donc, t'as passé le relais, c'est un nouveau CEO, il est américain. Je suis parti début 2024, avec mon associé, avec Olivier, tous les deux, après 10 ans de bons et loyaux services aux frais de la princesse. Aircall, qui est la princesse, bien sûr, ma princesse, nos princesses, notre princesse. Et on a mis un CEO américain parce que c'était important. On voulait mettre le management aux US depuis des années. Olivier y a passé 5 ans. Il voulait rentrer en Europe. Moi, j'ai toujours été en Europe. Je me voyais pas repartir aux US. Donc, il y avait énormément de choses qui faisaient qu'il était temps pour nous peut-être de passer le relais si on voulait mettre vraiment tout le management aux US. Et donc, on a trouvé un CEO américain qui a pris le relais et qui se passe super bien. Qui fait un travail formidable, qui a surtout fait un job exceptionnel sur la partie produit, qui a changé la face du produit, qui a fait que le produit aujourd'hui a avancé mais à une vitesse considérable que nous, on n'arrivait pas à faire. Et donc, c'est pour ça que c'est important en tant que fondateur de boîte de savoir là où t'es bon et là où t'es moins bon. Et clairement, sur la fin, les 3-4 dernières années, on a galéré sur le produit, on n'avait pas les bons CTO, on avait des CTO qui pensaient plus à leur carrière et à leur management que à la qualité du produit qu'ils allaient sortir. Donc, on a eu vachement de difficultés à essayer de mettre notre vision sur un produit. Et ça, c'est un vrai problème, quoi. Tu penses que si vous aviez eu au départ un fondateur ultra tech avec vous, ça aurait été mieux? J'aime pas dire ça, parce que honnêtement, ce qu'on a vécu, c'est exceptionnel et ça a été une réussite monumentale. Maintenant, est-ce que si... Tu vois, Olivier était incroyable sur le produit. En fait, je pense que mais notre difficulté, produit et tech, c'est pas la même chose. Je pense qu'on a eu du mal à trouver un CTO du calibre qu'il nous fallait. On était peut-être pas assez inspirant aussi. Tu vois, moi, j'aime bien remettre ça sur nous. C'était peut-être nous aussi le problème. Était peut-être pas assez inspirant, était peut-être pas assez bon, je sais pas, tu vois. Mais ce qui est sûr, c'est que la vitesse à laquelle on a cru à cette époque, parce que nous, on a fait le fameux x3, x3, x2, x2. On a respecté tous les critères de la boîte parfaite, entre guillemets, avec des gens très imparfaits à l'intérieur. Et pourtant, je suis convaincu qu'en effet, si on avait réussi à débloquer la vision produit qu'on avait grâce à la tech très tôt, on serait beaucoup plus haut. Maintenant, avec des si, on peut faire plein de trucs. Oui, ça va. J'aurais pu aussi créer Airbnb, tu vois. Puis c'est une très belle boîte. Aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est magnifique. Mais c'est la vraie difficulté, c'est de réussir à, tu vois, à être bon partout. C'est tellement difficile. C'est dur, Et là, je trouve que le nouveau CEO a été très bon sur la tech et a mis vraiment, a changé la face d'Aircall sur la partie tech, quoi. Et donc, la boîte vaut plus d'1 milliard. Toi, tu as fait un peu de cash out, bien évidemment, au moment de sortir, ce qui te permet d'investir dans des projets chez qui veut être mon associé. Mais tu es toujours investi. Il faut qu'Aircall, quand Aircall se rentrera en bourse, peut-être, ou j'en sais rien. Je serai là, je sonnerai la cloche avec eux. Évidemment, Aircall, c'est mon bébé. Et d'ailleurs, tu vois, j'ai fait mon portrait de qui veut être mon associé récemment. Je les ai fait dans les bureaux d'Aircall. Je reste toujours très proche des équipes. Les équipes m'écrivent tout le temps. J'ai un groupe Old-Timers Aircall sur mon téléphone. Ça restera mon bébé à jamais. Même si, tu vois, je fais autre chose aujourd'hui, ça reste les meilleures années de ma vie, tu vois. Ça, c'est un truc, moi, j'ai passé des moments... t'as vécu un truc incroyable, là. C'est roller coaster, mais bon, génial, quoi. Et surtout, des qualités humaines incroyables autour. C'est une aventure humaine, quoi, tu vois, que je pense que je ne pourrais jamais revivre comme j'ai vécu, parce que c'était d'une intensité, d'une puissance... qui est très difficile à recréer, à recréer ça, tu sais. Et du coup, je suis nostalgique souvent parce que énormément. Ça me manque. Quoi, l'adrénaline, c'est quoi? Non, les équipes, l'ambiance, la vibe, la tech, tu vois, le produit, parler avec les clients. Aujourd'hui, dans l'immobilier, c'est beaucoup plus institutionnel, c'est différent. C'est tout, tu vois, tout à l'heure tu parlais que j'avais la flamme, je pense que j'ai la même là, quoi. C'est moi, Aircall. Tu vas flancher? Je sais pas.
On verra. Non, mais Offstone, déjà, ça va être un peu plus tech. Non, Alors, mais c'est on pas- est très loin. Ouais. Bien sûr, on est très loin. Non. Faut pas s'inventer une vie. Mm. C'est possible que je lance un jour. En tout cas, je me ferme pas la porte. Si j'ai le bon produit qui me tombe entre les mains, où je me dis, attends, c'est le bon truc là, ça me plaît, j'aime bien cette idée de produit, je remonte une équipe très rapidement et c'est reparti pour un tour. Mais ça, évidemment, il n'y a pas de doute là-dessus, quoi. Mais aujourd'hui, j'ai un super projet qui est l'immobilier. B2B ou B2C? Ah, toujours B2B, moi. Ouais. Moi, je suis très B2B, jamais B2B. Allez, Quand t'as vu en immobilier, je fais du B2C. Ouais, maintenant tu fais un peu du B2C. Ouais, je fais un peu du B2B. B2C, mais c'est différent parce que dans le B2B immobilier, tu vas parler à très peu de gens. Ouais. Mine de rien, moi, à Aircoach, j'ai 20 000 clients, quoi, tu vois. Donc, c'est du B2B, mais c'est quand même beaucoup de monde. Et dans l'immobilier, quand tu fais de l'immobilier en mode fonds, t'as 10, 15 LPs et puis Ouais. voilà, quoi, tu vois. Donc, c'est un peu différent. Et moi, mon projet a toujours été un projet humain dans l'immobilier, a toujours été un projet de créer des choses palpables. Et je pense que l'investisseur particulier, il aime bien pouvoir aussi avoir accès à ça et pas juste donner de l'argent à son conseiller en gestion de patrimoine qui va lui dire investis là-dedans, tu vois. C'est un peu différent, mais comme je dis, je ferai aussi du conseiller du CGP. Mais tu vois, là, tu me titilles sur la tech, là, c'est pas bien ça. C'est l'ancien Il va drogué. plancher. C'est Il va l'ancien plancher. drogué. Justement, sur la tech, j'aimerais bien avoir ton regard aujourd'hui sur la tech française. Toi, tu es un représentant de cette Startup Nation. Tu as été la 16e licorne française à dépasser le milliard de valorisation. Donc, Emmanuel Macron te remercie puisque c'était ce qu'il voulait. Il voulait absolument des licornes. Il sautait sur son truc des licornes, et t'en es une. Bravo, félicitations. Aujourd'hui, la tech française, c'est pas la joie, quoi. Il y a pas beaucoup de startups qui se créent. C'est compliqué. Il y a de moins en moins de startups qui se créent. Il y a pratiquement les levées de fonds, c'est un peu à l'arrêt. Ouais. C'est complètement à l'arrêt. Il y a un manque de financement. Et puis, les talents, on a des talents incroyables en France. On est en train de se les faire dévorer par les Américains qui foutent sur la table des chèques absolument astronomiques. Ouais, 100 millions de signing bonus, 30 milliards même pour alors c'est pas un Français, mais pour aller chez Meta en stock option. Et tu portes quel regard aujourd'hui sur justement cette French Tech et ces 10 années qui sont passées, où là, la fête est finie, les seins sont serrés, on a l'impression qu'il reste les bouteilles vides, les cotillons par terre, et c'est un peu la soirée est finie. Toi, ça s'est super bien passé, félicitations, bravo. T'es reparti avec la plus belle fille de la soirée, quoi. mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse là pour... je sais qu'aussi tu as un regard très critique sur la France. Je disais hier, je dînais avec Éric Larchevêque qui est lui aussi très très inquiet. Et Éric, il m'a dit un truc que j'ai trouvé super. Il disait, écoute Carlos, moi je suis assis confortablement dans mon siège et j'ai une chance énorme parce que j'ai un bouton eject. Donc si ça va vraiment très très mal, je peux m'éjecter du siège. Hein. C'est assez facile. Hein. Je vais perdre un peu de thunes, mais tout va très bien aller pour moi. Mais si je me mobilise et si j'essaye d'expliquer aux gens que ce qu'on est en train de faire, c'est du n'importe quoi, qu'on va dans le mur en klaxonnant, c'est que je sais que les Français, eux, ils n'ont pas de bouton eject. C'est que quand on va prendre ces décisions-là, eux, ils sont coincés ici en France, ils ne pourront pas partir, quoi, en fait, de la France. Je sais que toi aussi, ça te touche énormément. Je t'ai vu sur des plateaux de télévision dire, mais on arrête les conneries. Est-ce qu'on peut arrêter un petit peu 2 minutes ? Les entrepreneurs, on en a besoin. C'est eux qui créent de l'emploi, c'est eux qui créent de la valeur. Arrêtons de stigmatiser. C'est pas contre les riches qu'il faut se battre, c'est contre la pauvreté. C'est ça. Et tu sais de quoi tu parles. La pauvreté, tu la connais. C'est quoi tes conseils aujourd'hui ? T'as envie de dire quoi, toi, aux entrepreneurs qui peut-être ont du mal à trouver du pognon ? À la France qui se dit, putain, mais est-ce qu'il faut que je me barre ? Mais non, mais on a tu as tout dit, mais en fait, pourquoi aujourd'hui... Mais qu'est-ce qu'on leur dit, moi ? En France, j'ai tout on a dit, des mais en même écoles, temps, je sais plus quoi leur dire. On a des écoles formidables qui forment des ingénieurs exceptionnels. Ouais. Et on va se les faire piquer par les boîtes américaines ou toutes les boîtes dans le monde entier qui sont prêts à payer des milliers et des cents. Le problème, c'est que la France, on est un pays qui est aujourd'hui socialo, quoi. Et donc, on se retrouve dans une ambiance où on veut prendre l'argent des gens qui créent, on veut prendre l'argent des boîtes qui gagnent de l'argent. On ne se regarde pas dans un miroir.
on doit baisser les dépenses de l'État, c'est tout, point. Et il y en a partout des dépenses de l'État. Je parle rien de dire qu'il faut enlever la sécurité sociale, bien au contraire. Il faut de la santé, il faut qu'on mette plus de personnel dans les hôpitaux. Moi, on connaît les États-Unis, donc on sait que ça, oui, bien sûr. Vois, l'éducation, c'est important. Ouais. C'est pas là où il faut aller taper. Non. Il faut aller taper dans tout le reste, tous les privilèges de nos États, toutes les niches fiscales toutes les niches fiscales qui Ouais. servent à rien. Ouais. Le CPF, là où toute la France s'est fait rincer. Qui a reçu des messages du CPF pour dire inscrivez-vous là, hein, vous avez 5 000 euros et l'argent il part chez des escrocs qui sont basés je ne sais où et qui vous délivrent des formations en vidéo à 4 ou 5 000 euros. Les rénovations énergétiques où on est là, on pose des panneaux solaires, n'importe quoi qui proviennent de Chine sur des gens, sur des toits qui en ont même pas besoin. Toutes ces niches de partout, l'État qui a des bâtiments somptueux partout en France. Ah oui, toi, t'as proposé de louer l'Élysée, Bah, quoi. Non, pas l'Élysée, mais de louer des Pourquoi bâtiments pas d'État. mais pourquoi pas louer l'Élysée Mais pendant ça 15 pourrait. ans? Mais même, on Si pourrait on- même vendre des bâtiments Ouais. publics. Bon, peut-être pas vendre l'Élysée, on va pas vendre la Tour Eiffel, mais il y a plein de bâtiments publics. Ouais. Je vois pas en quoi l'État est un asset manager qui doit gérer de l'immobilier. Mais en L'immobilier, plus, c'est très bien quand c'est géré par le privé. Il sera toujours plus mauvais que toi, en plus, quoi. Mais il sera toujours beaucoup plus mauvais que toi. Et donc, il faut trouver des solutions. On ne peut pas continuer ainsi à avoir un État qui n'est pas à l'équilibre. C'est comme une entreprise. Et honnêtement, on a un État qui est riche à l'origine. On a du patrimoine, mais en veux-tu, en voilà. Pourquoi notre dette est aussi élevée? Pourquoi c'est pas le cas des autres pays? Bah, il faut qu'on réfléchisse. Faut qu'on attire les entreprises. Si la seule manière de récupérer de l'argent, c'est d'aller prendre aux gens qui gagnent de l'argent, ça va pas le faire. Non. En revanche, aller chercher de l'argent en faisant de la croissance, en faisant venir des richesses, que les GAFAM viennent chez nous au lieu qu'elles aillent en Irlande, qu'on crée de l'emploi ici, qu'on permette aux entrepreneurs de créer du business, de vendre des sociétés, de s'introduire en bourse en France. Tu vois, Aircall, on a pris la décision, nous, d'aller nous introduire en bourse aux US, si c'est le cas. C'est dommage, on a été créé en France. Rien n'était fait pour qu'un jour on se dise on va s'introduire en bourse en France. Et avec ce qui se passe, on est quand même ravis de ne pas l'avoir fait. Et c'est triste, quoi. Ouais. Moi, je suis fier de la France. Je suis un pupille de la nation. Je suis un gamin qui a été élevé par l'aide sociale à l'enfance. Je commence à avoir honte de ce qui se passe. Ça fait de la peine. Autour de moi, tout le monde veut partir. Mais il faut pas que les gens partent, il faut qu'on se batte. Et moi, là, je me mets dans une seringue de 18 mois où je vais communiquer là-dessus, où je vais me battre, où j'ai envie de trouver des solutions. Il faut pas qu'on se retrouve dans une situation où la seule manière qu'on trouve pour redresser le budget de l'État, c'est d'aller taper dans le portefeuille des gens qui réussissent ou qui essayent de créer de l'emploi. Parce que ces gens-là, ils peuvent réussir en France, c'est qu'ils peuvent réussir ailleurs. Je te rassure, si tu réussis en France, tu peux réussir ailleurs. Vraiment, c'est même plus simple ailleurs, parce que t'es moins taxé, t'as moins de problèmes. Et ils vont commencer à le découvrir, d'ailleurs. Ouais, mais sauf qu'aujourd'hui, moi, je me mets aussi à la place de Ils vont madame... partir dans des pays de merde comme Dubaï ou des trucs comme ça et créer de la richesse pour des pays comme ça. Mais moi, j'ai une personne sur deux qui quitte la France qui part à Dubaï actuellement. Ouais. Donc, c'est quand même triste. Mais je me mets aussi à la place de la personne qui est au SMIC et qui a pas grand chose dans son frigo et qui se dit bah ouais mais moi je regarde la télé en effet je vais aller prendre aux riches et ça se comprend, mais il faut qu'on leur explique à ces gens-là, parce qu'aujourd'hui il y a les LFI ou tous ces partis, j'ai pas envie de rentrer dans le débat de quel parti, mais mais même le Rassemblement national, hein. Ouais, même le Rassemblement leur politique économique est socialiste, hein. Oui. Mais et qui communique à ces personnes-là, parce que mine de rien, la majorité des gens en France sont des personnes pas riches, et ça c'est la réalité. Et ces gens-là, il faut leur parler. Et moi, je serais ravi de leur parler, de leur expliquer que aller prendre de l'argent aux personnes qui créent, aux personnes qui sont riches entre guillemets, c'est pas la solution. Et les personnes riches, c'est pas que les patrons. T'as aussi les gens qui sont salariés, cadres sup, et qui se disent, mais attends, mais moi, je me fais tellement taxer au bout d'un moment que, mais pourquoi j'irais pas m'expatrier dans cette multinationale dans laquelle je travaille, qu'elle me mette dans un autre pays? Je veux pas être en France avec le télétravail. Moi, je me sors de la France. Et tout le monde va penser comme ça à un moment. Parce qu'en fait, il y a un moment, quand les taxes deviennent trop punitives, les gens vont vouloir partir. Et quand ça devient punitif, en fait, ça perd de sens. Tu vois, je suis le premier à vouloir redistribuer. Je suis le premier à vouloir rendre à l'État ce qu'il m'a donné. Moi, je suis là aussi parce que c'est l'État qui m'a éduqué. Mais il y a un moment, on paye déjà presque 60% d'impôts sur un particulier, hein, parce que c'est ça la réalité. Entre le direct et l'indirect, oui, c'est sûr. Hein. Mais même que en direct. On parlait de la holding, mais la holding, aujourd'hui, c'est taxé. Ouais. Mais ça, c'est sur la partie, une fois que tu as payé ton impôt sur la société,
et que tu te mets la flat tax et t'as la contribution exceptionnelle au revenu. Et donc, ça te fait 25% plus 34%. Ça va quand même, non? 25 plus 34. Je vous laisse faire le calcul. Ouais. Et ça, c'est... Évidemment, si tu as des salariés, il faut pas oublier que tu payes des charges patronales, des charges salariales, et le salarié, à la fin, il a rien. Moi, je me souviens, mes premiers salariés qui étaient jeunes étudiants et qui me disent « Mais je comprends pas, tu me payes 5 000 euros par mois, ça te coûte 7 000, je touche 3 000. Je comprends pas, là. Où va tout cet argent ?» Je lui dis « Ah bah ouais. Ouais. Ah ouais, tu me coûtes 7 000 et toi, tu touches 3 000. Ouais, ça, c'est tout à fait normal. Il y a 4 000 qui sont partis. Même 8 000. Ouais. Donc, il faut arrêter aussi de taxer le salaire parce que c'est aussi ça le problème. En fait, ils sont arrêtés. L'ISF, tout ça, ça n'a aucun sens. Ah, Qu'est-ce qu'il y a 1%, 1%, ils veulent mettre sur l'ISF. à partir de 1,3 million. Mais ça n'a aucun sens. Ouais. Il y a des gens, ils vont même pas pouvoir le payer. Non. Donc quoi, on va dire à la madame qui a son appartement depuis 50 ans, on va lui dire, ah bah madame, il va falloir payer 1% par an. Mais comment elle va faire? Elle a pas de travail, elle est retraitée, peut-être qu'elle gagne 2 000 euros par mois. 1% par an de 1,3 million. Ça fait 13 000 euros. Elle va les sortir d'où? Elle va les sortir d'où si elle a une retraite à 2 000 euros par mois? On est arrivé à un moment où, en fait, il n'y a plus de consentement fiscal. C'est-à-dire que, comme tu le dis, toi, t'es OK de payer des impôts. Alors moi, je m'exclus de cette conversation parce que comme je vis aux États-Unis, mais je suis en Californie, hein, j'en paye des impôts, c'est pas un paradis fiscal. Mais là, aujourd'hui, les gens qui payent des impôts et qui sont OK, il n'y a pas de problème. Contribuer, Kelly Massol me disait exactement la même chose. Tous les entrepreneurs que je croise, ils me disent « Non, mais attends, ça, c'est OK. » Mais là, je n'ai plus de consentement fiscal, c'est-à-dire que je pense que c'est confiscatoire. Je pense que... et puis, quand je vois la gestion qui en est faite, hein, et après, bon, il y a quelques entrepreneurs qui font du zèle en disant la Zuckman, machin, et tout ça. Et j'ai posé la question à Eric, hein, je lui ai dit « Mais comment t'expliques que des entrepreneurs... » Il me dit « C'est très simple, Carlos. Ces mecs-là vivent au crochet de l'État. » Le mec de Doctolib dit oui, la Zuckman, moi je veux la payer. Bien évidemment, Doctolib, t'es une antenne de. C'est tellement facile. Voilà. Donc et donc ça perturbe le débat. Donc. Mais moi en fait, je pars du principe que le travail doit être rémunérateur. Le principe de la taxe. Toi, ce que tu dis, c'est que les gens qui travaillent en plus sont pas payés parce qu'ils sont taxés indirectement. Oui. Ouais. Bah, c'est ça. Non, mais, et puis surtout, le débat de la taxe Zuckman, il est débile parce que c'est pas un débat de est-ce que quelqu'un. Bon, déjà, c'est débile de la manière dont ça a été pensé. Elle est pas passée. Elle a aucun sens. Elle est pas passée. Si elle n'avait pas été pensée comme ça et qu'elle avait plus de sens parce que taxer de l'equity dont tu n'es pas. Non, mais c'est dingue qu'un mec. Ça n'avait aucun sens. Il parle d'économie à Berkeley, bordel. C'est pas non plus. C'est de la folie. C'est-à-dire qu'il ne sait pas comment fonctionne une entreprise. C'est quand même dingue. Tu vois. Mais moi, ça me va. Hein, s'il était d'accord avec ça, je vais lui dire, bah, écoute, vu que ma boîte vaut 1 milliard, je suis ravi de payer, mais tu rachètes ma boîte, du coup. Ouais. Et je suis ravi, hein, je te la vends tout de suite, elle est à toi, tu vois. Ouais. Mais bon, bref. Ouais, j'ai quand même une pensée émue pour Cédric O, qui se retrouve avec un patrimoine de 100 millions dans Mistral et qui va devoir payer, si la taxe Zuckman, il aurait dû payer 2 millions qu'il n'a pas, bien évidemment. Bah oui. Voilà, donc bref. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on comprenne qu'un État, et ça, c'est un truc qu'on doit le faire, parce que moi, je me mets toujours à la place de la personne qui est de province, qui est caissière dans un supermarché, qui sait peut-être pas tout ça, et finalement, elle, en effet, ce qui compte pour elle, c'est qu'à la fin, elle a un truc à bouffer, quoi. Et ça, c'est une réalité. Et aujourd'hui, ces gens-là, faut qu'on les aide. Ça, c'est sûr. Et comment on fait? Ok. Mais en revanche, c'est sûr que s'ils se font happer par des partis politiques qui, toute la journée, leur disent c'est à cause des riches, c'est à cause d'eux, on va leur prendre à eux un et un, et c'est normal que, naturellement, ils se disent bah ouais, dans ce cas-là, on va leur prendre à eux. Mais moi, nous, les entrepreneurs, faut qu'on participe à ça, de dire non, c'est pas ça la solution. Parce que si vous faites ça, en fait, les entrepreneurs vont partir. Ils peuvent partir. Tu peux mettre ce que tu veux, là. Ils essayent de mettre un truc où tu peux plus partir. Eh ben, il y en a qui ont leur nationalité. Moi, tu vois, j'ai pas de problème. Moi, j'ai 3 nationalités. Si je voulais partir, je partirais. Mais c'est pas mon objectif. Je veux me battre pour la France. Je crois dans la France. Je crois dans le fait que la France peut briller. Et pour la faire briller, il faut qu'on réduise les dépenses de manière sur les dépenses, très forte. Et qu'on crée de la croissance pour rapporter plus d'impôts. Mais pas qu'on aille détruire de la valeur. Et donc, mais baisser les dépenses, il y en a de partout. De partout. Tu vois, on a des fraudes sur la sécurité sociale qui sont monumentales. Je crois on a j'ai pas envie de dire une connerie parce que j'ai pas le chiffre exact, mais je crois qu'on a 70 millions de personnes qui bénéficient de certaines aides alors qu'on devrait en avoir 50 millions.
Je sais plus laquelle c'est. Je sais plus si c'est un truc de la sécurité sociale. Ou, je crois qu'on a 90 millions de personnes qui bénéficient de la sécurité sociale. 70 millions alors qu'on est 70 millions de Français. Ouais. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Ah ouais, donc on est dans des aberrations des aberrations. Comme Elon Musk incroyables. dans le Doge où il trouve des gens qui ont 300 ans, quoi. On a des trucs comme ça. C'est ça, On a des trucs comme ça. La fraude est monumentale à la sécurité sociale, aux APL, au RSA. Il y en a de partout, tu vois. Alors qu'il y a des gens qui en ont vraiment besoin. Les aides pour les... on en parlait tout à l'heure, pour la rénovation. les rénovations énergétiques, le CPF, les formations, tous ces trucs-là. Ouais. On se fait dépouiller. La France se fait dépouiller à longueur de journée. Ouais. C'est pas ça. Ouais. Qui a trouvé un job grâce au CPF? Sérieusement? Qui vraiment a De ces crédits formation. Crédit formation, franchement, faut arrêter, quoi. Et on ouvre les vannes comme ça pour faire de la démagogie. Ouais. Et c'est ça qui me tue. Moi, je préfère aller aider, aller me dire... Et Macron avait bien fait ça, avait donné un bonus aux personnes qui sont au SMIC, détaxées de tout, qui était le bonus Macron, je crois que ça s'appelait, où tu pouvais donner une prime. Pas un bonus, voilà, une prime, la prime Macron, voilà, pardon. Ouais. Donner une prime à des salariés à bas salaire, détaxés. Faisons ça. Enlevons les charges sur les heures supplémentaires. Poussons les gens à faire plus d'heures supplémentaires. Aidons le salarié à être plus riche aussi. Réduisons la pression sur les entreprises. Rendons nos entreprises françaises plus compétitives. On dit, ouais, il faut fabriquer en France. Ah bah ouais, mais regarde le prix de le fabriquer en France versus fabriquer juste à côté en Europe. Bah, il y a un moment, les entreprises, il faut qu'elles gagnent de l'argent. On ne crée pas des entreprises pour à la fin être à zéro et prendre tous les risques et pas avoir le droit au chômage, pas avoir le droit aux aides, à la couverture sociale, aux retraites. Pour à la fin rien avoir. Ah bah les retraites. On devrait être fiers d'avoir des entrepreneurs qui réussissent. Mais ce qui est marrant, je vais te dire, ce qui est marrant, c'est que tu vois, j'ai à peu près 150 000 personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. Ça représente une fraction miniature. Mais c'est un bon échantillon, hein, quand même. Hein. C'est un bon échantillon. Ouais. Et je te jure, il y a beaucoup de gens qui me disent, mais moi, je suis pauvre, etc. Je galère, je veux y arriver, j'ai faim, je suis à fond derrière toi. Donc, tu vois, il y a des gens qui y croient. C'est pas parce qu'on gagne pas d'argent qu'on n'y croit pas, en fait. Donc, en fait, c'est juste qu'il faut faire passer la bonne parole partout. Il faut que les entrepreneurs se mobilisent autour de ça. Et si ça doit se finir à avoir un gouvernement qui est soit extrême gauche, soit extrême droite, bah moi j'aimerais les aider, ces politiques-là. Tu vois, j'aimerais les aider à leur expliquer les choses. Pourquoi pas qu'ils se rendent compte que les entrepreneurs, on veut aussi les aider. Parce que nous, notre objectif, il est commun. On veut que la France réussisse ses brilles. Bah oui. Et je pense que eux aussi. Ouais. À première vue, à première vue, un homme politique est pas là pour détruire son pays. J'ose espérer. Mais le problème, c'est que... Ils sont tellement aveuglés par l'idéologie qu'ils ont en tête, hein, que des fois, tu te dis, c'est suicidaire, par prosélytisme, par idéologie, où tu as envie de leur dire, non mais attendez les gars, descendez votre char, l'idéologie, c'est génial. Albert Camus disait, entre la justice et ma mère, je choisirai toujours ma mère. C'est-à-dire que l'idéologie, peu importe laquelle c'est, il y a des humains derrière. Il faut toujours choisir l'humain. Alors, je comprends vos idées, elles sont très nobles, etc. Mais merde, c'est des humains, quoi. Bah, c'est pour ça que je trouve et que même les gens, doivent se mobiliser. même les entrepreneurs qui ont gagné leur vie, c'est aussi des humains. Bah oui. Voilà. Et les gens qui galèrent, c'est aussi des humains. Et des fois, je me demande, quand j'écoute les politiques, s'ils en ont quelque chose à foutre. Bah, et à nous, justement, les entrepreneurs, de communiquer là-dessus, de les rencontrer. Mais il y a que des coups à prendre. Il y a que des coups à prendre. Il y a des coups à prendre. Ouais. Mais je sais pas. Est-ce que vraiment, si on l'explique bien, il y a des coups à prendre? Je sais pas. Peut-être pas. Peut-être qu'ils vont nous écouter. Et moi, à chaque fois que j'ai rencontré un homme politique, il m'écoutait, il était ravi d'essayer d'eux. Mais alors, moi, je suis un petit... Tu vois, est-ce que si 50, 100 entrepreneurs se mobilisent? Il faut peut-être qu'on fasse ça et qu'on fasse du lobbying. Il faut faire du lobbying. Comme il y a du lobbying pour tout, là, c'est un lobbying pour sauver notre pays. Parce que finalement, l'objectif, il est noble. On veut tous sauver notre pays. Moi, j'aimerais que le prochain Google soit français. J'aimerais que le prochain Airbnb soit français. Tu vois, j'aimerais qu'Aircall soit français. Bah non. Et tu vois, et c'est triste. C'est triste parce que aujourd'hui, même les investisseurs ne veulent pas. Parce qu'en fait, on a changé Aircall, on l'a passé aux US, mais c'était à cause des investisseurs. Parce que les investisseurs nous disaient, nous, on préfère investir dans une boîte US, c'est plus simple, c'est plus ci, c'est plus ça. Bah voilà. C'est aussi simple que ça. Et donc,
Moi, quand je suis parti d'Aircall, bah voilà, la boîte est aux US, c'est même plus moi maintenant. Je suis plus du tout rattaché à Aircall, donc C'est une boîte 100% c'est une boîte américaine. 100% américaine. Ouais. Voilà, il n'y a plus personne en France de dirigeants. Voilà, maintenant, il n'y a que les équipes commerciales, tout ça, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que la France a brillé, a été une des plus grandes puissances mondiales. Elle peut le revenir. Elle peut le redevenir. C'est qu'une question d'ambition, comme créer une société. Un État, c'est une forme de société qui a des vocations sociales. Mais dans une société aussi, il y a des vocations sociales. Il y a des aides dans les sociétés. Il y a plein d'argent qui est, je sais rien. On construit des crèches dans des sociétés. On fait des trucs dans les boîtes pour aider nos salariés. Il y a de l'entraide. Il y a de l'entraide, il y a des choses. Ouais. Et ben l'État, il faut que ça soit pareil. En revanche, dans une société, normalement, il n'y a pas de fraude. Non. Normalement, Et on fait gaffe à ses dépenses. il n'y a pas des privilèges hallucinants. Non. Tu vois, moi, quand là, j'ai vu que l'autre fois, je suis sur mon scooter, parce que j'ai un scooter à 2000 € et pourtant, tu vois, je pourrais me permettre plus, parce que j'essaye d'être rapide dans tous mes déplacements et de me déplacer vite. Et je suis sur mon scooter toute la journée. Et là, je vois 10 voitures qui me passent devant à toute vitesse, avec les motards, les trucs, le motard qui m'arrête. Je dis, qu'est-ce qui se passe là C'était Rachida Dati, certainement. C'était un député. J'étais là. Pourquoi il est plus pressé que toi. Il est plus pressé que moi. Ouais. 2, il a besoin de 10 personnes là. Du coup, pas 10, parce qu'il y avait une dizaine de voitures, de policiers, de trucs. Qui encadrent, mais pourquoi? Enfin, le député, moi, je sais pas qui c'est, là. Donne-moi son nom, je te jure, je le reconnais pas dans la rue, quoi. Je connais pas les 560 députés. Je crois qu'il y en a 560, si je dis pas une connerie. 530, ou je sais plus. Mais bon, je les connais pas. Ils ont besoin vraiment de tout ce patraquès, parce que c'est payé par l'État. Ouais. Est-ce qu'on peut pas essayer de démystifier la fonction, de démystifier. Il y a de l'économie à faire. On me parle souvent de dire, ouais, mais regardez, les impôts en Suède, dans les pays scandinaves, sont plus élevés qu'en France. Ouais, mais alors va voir les députés scandinaves, le président de... Il s'est fait virer parce qu'il avait acheté des Kit Kat ou mais je sais pas quoi. Le président de Suède, ils sont, c'est pas le palais d'Élysée, hein. Ouais. Il vit tout à fait normalement, c'est une personne normale, qui va faire ses courses au supermarché, tu vois. Je dis pas qu'on peut faire ça en France. Et c'est pas ce que je dis. Je dis juste qu'il faut qu'on se regarde nous-mêmes dans la glace, quoi, tu vois. Et qu'on arrête de péter plus haut que son cul, quoi. Ouais, et puis surtout que... Parce qu'on est dans la merde. Non, mais parce qu'on est dans la merde. La France est dans la merde. Il faut le dire aussi, quoi. Moi, je serre la vis. La réalité, c'est que moi, je serre la vis, quoi, tu vois. J'ai serré la vis de mes dépenses, de mon truc, tu vois. Je fais attention. Et pourtant, bah, tu vois, j'ai payé mes impôts comme tout le monde. Quand j'ai vendu mes parts de société, j'ai payé des impôts. Et aujourd'hui, bah, tu vois, je vois même sur l'immobilier, les impôts, ça tombe de partout, quoi. Il y en a de partout. Il faut qu'on décomplexifie aussi tout. Tout est compliqué en France. Et on doit simplifier. On doit réduire le nombre d'administrations. Il y en a de partout, des administrations. On sait même pas ce qu'elles font, certaines. Donc, on doit trouver des solutions et ça passe par aller se regarder soi-même ce qu'on peut faire et pas aller juste taper chez les riches. Parce que ça marchera pas, quoi. Jonathan, merci d'être passé dans Off the Record. Merci. On l'a fait finalement, tu vois, ça nous a pris 2 ans. Et c'était cool. Mais c'était cool. Ah, j'adore. Bon, allez, cool. J'espère que j'ai réussi à faire passer les bons messages. C'était super. Merci Jonathan. Ciao. C'est Off the Record. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous aimez ces interviews et tout ce qu'on fait sur Silicon Carnet, pensez à vous abonner. Ça se passe là. Appuyez, ça vous coûte rien. Et vous reprenez un peu le pouvoir sur l'algorithme de YouTube et c'est vous qui décidez ce que vous regardez sur YouTube. Laissez pas l'algorithme décider pour vous. Voilà. Allez, hasta luego amigos. Bye bye.